Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous devions normalement faire cette conférence dans nos locaux de l'IRIS, mais la journée de mobilisation nous a un petit peu dissuadés. Problème de transport, d'accession. Le boulevard Voltaire est souvent un parcours de manifestation et où nous sommes. Et par ailleurs, on craignait que tout le monde ne puisse pas assister, venir. Et donc, on s'est rapatrié sur cette visioconférence pour tenir les délais parce que on tient quand même à chaque fois à ce que le Déméter, que cette conférence soit au moment de la publication du Déméter qu'on a reçu et toujours, bien sûr, quelques jours avant le salon de l'agriculture, toujours très attendu. C'est donc une nouvelle version du Déméter et c'est surtout le 5e ouvrage que l'IRIS fait avec Sébastien Alice. On aura l'occasion de faire quelque chose, mais je souligne aussi la sortie de la géopolitique du blé et je dois dire quand même que il y a une vieille complicité entre moi et Sébastien. Il a été mon étudiant à Sciences Po Lille, on s'est rencontrés par la suite et je dois quand même dire qu'il a été pionnier dans le fait de dire que les questions agricoles étaient certainement des questions économiques, certainement des questions sociales, certainement des questions sociétales, certainement des questions d'aménagement du territoire, mais aussi et surtout des questions géopolitiques. Et je dois dire que lorsque l'on a fait le Déméter 2022, l'an dernier, eh bien, tout ce qui tournait autour des céréales, du blé, était déjà une matière explorée par le Déméter, une matière explorée par Sébastien, et allait prendre encore un visage encore plus important, un virage encore plus important, avec cette guerre qui s'était guerre sur le terrain, qui s'est doublée d'une guerre des céréales, et pendant très longtemps, la question de l'accès aux céréales, de leur exportation possible, a été l'un des enjeux avec des répercussions sur les pays africains, etc. Et donc, en fait, les événements sont venus, certes de façon tragique, montrer toute la pertinence du travail, une fois encore pionnier, de Sébastien, de travailler sur les questions de géopolitique de l'agriculture et sur les questions de géopolitique de l'alimentation, agriculture, alimentation étant bien sûr tout à fait mêlés. Alors on va beaucoup parler éventuellement à la suite de l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense personnellement que ça poserait certainement des problèmes dans le domaine agricole. Là aussi, on voit que les questions agricoles sont pour longtemps sur le devant de la scène et on voit que c'est un atout formidable pour la France, non seulement en matière d'exportation, en matière effectivement de recettes. Il y a quand même assez peu de secteurs sur lesquels la France n'est pas en déficit commercial, qui, comme vous le savez, s'est très fortement accentué cette année. Le secteur agricole est bénéfique et bénéficiaire. Il faut s'en féliciter et surtout, ça permet de nourrir les bonnes conditions à la population française et aussi d'avoir de l'influence, que l'accès à la nourriture est une source d'influence. Je ne vais pas aller plus loin, mais je tiens vraiment à remercier Sébastien de la confiance qu'il nous accorde lorsqu'il est venu il y a déjà assez longtemps présenter son projet. C'est vrai que nous, à l'IRIS, on a toujours pensé que les questions géopolitiques n'étaient pas que des questions, je dirais, militaires au sens un peu étroit du terme, mais qu'il fallait les comprendre, les entendre et réfléchir dessus de façon plus globale. Et c'est ce que nous faisons avec tout le travail que Sébastien et toute l'équipe du Méter et toute l'équipe qu'il a amené à l'IRIS fait. Et donc, nous sommes fiers, heureux de participer à cette aventure qui a de beaux jours devant elle et qui connaît un succès, une reconnaissance croissante et les hautes fonctions auxquelles Sébastien a été appelé, puisqu'il a, chacun le sait, été dans l'avion du président pour aller au sommet à New York de l'ONU, montre que sa notoriété, le sérieux de son travail, la pertinence de ses propos, la qualité de son travail est reconnue, et y compris au plus haut niveau de l'État en France, et ce n'est que justice. Voilà, Sébastien, je te passe la parole, c'est à toi maintenant de jouer les chefs d'orchestre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Pascal de ces bons mots à propos du partenariat entre l'IRIS et le Club Déméter et puis sur ce souhait de l'IRIS de toujours plus explorer cette face un peu méconnue des relations internationales et de la géopolitique. Enfin, c'est vrai que l'actualité ces dernières années a bien montré que l'agriculture, le sujet de la sécurité alimentaire
combinant avec les enjeux de développement durable, du climat, du commerce, de l'innovation technologique, et puis évidemment sur des intentions de puissance qui évoluent, des narratifs aussi qui s'expriment avec des déterminants différents, nous montrent bien que ces questions agricoles et alimentaires sont très stratégiques et doivent être regardées comme telles. Le Déméter, c'est un produit unique au monde, je précise, puisque c'est le seul ouvrage en langue française qui est un annuel, un collectif. Cette année, c'est 60 auteurs, une vingtaine de collaborateurs en plus qui sont sur les infographies, l'édition, les cartes. C'est un ouvrage qui fait toujours autour de 400 pages. Nous avons une vingtaine de chapitres cette année sur de nombreux sujets qui sont tous extrêmement intéressants à regarder sous un angle et prospectif et géostratégique. Et nous avons eu le plaisir, en effet, d'avoir un quinquennat de partenariat avec l'IRIS, puisque le Déméter 2023 est la 29e édition du Déméter, mais le 5e réalisé en commun avec l'IRIS et avec de plus en plus de contributeurs. Donc une soixantaine d'experts internationaux et français cette année, un sommaire qui consacre une grosse partie sur la durabilité forte, mais qui s'est aussi reconstruit en cours de route compte tenu des secousses sur la planète qui sont nombreuses sur le terrain plus géopolitique et géostratégique. Et ce Déméter est aussi au carrefour d'un monde qui doit faire un combat sur le climat, évidemment, mais qui doit aussi redécouvrir, même en Europe, que les épreuves géopolitiques au sens sécuritaire sont de retour et doivent être regardées avec un certain nombre de sujets qui contribuent aujourd'hui à regarder le sujet des guerres hybrides. À ce titre, on a souhaité, avant une table ronde et nos invités que je présenterai plus tard, nous avons souhaité convier un grand témoin. Nous avions eu Guillaume Gomez l'an dernier, l'ambassadeur de France à la gastronomie. Cette année, nous avons convié Anne-Claire Legendre, qui est la directrice de la communication et de la presse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça nous semblait très important de pouvoir mettre un peu en perspective le sujet des évolutions récentes sur la scène internationale. Évidemment, la question de savoir comment être durable, comment être engagé sur les sujets de climat et de transition dans un monde où géopolitiquement la nervosité a gagné du terrain. Et puis bien sûr ce sujet de l'information et de la désinformation qui a tendance à s'amplifier et dans lesquels les questions agricoles et alimentaires se trouvent aussi aspirées. Donc merci beaucoup à Anne-Claire Legendre de votre présence ce soir. Je vous laisse tout de suite nous exprimer un peu cette situation et combinaison d'enjeux auxquels la France et la diplomatie française cherchent aujourd'hui à solutionner. Merci beaucoup Sébastien Rix et merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce club Déméter en partenariat avec l'IRIS. C'est pour nous en effet une question particulièrement stratégique que celle du déséquilibre que nous voyons aujourd'hui sur la scène internationale en matière de sécurité alimentaire et de la manière dont elle s'articule avec un nouveau type de guerre, un type de guerre hybride que nous voyons se déployer dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc, avec Sébastien, nous avons déjà eu l'occasion d'intervenir ensemble sur ces sujets-là. On pourrait s'interroger sur ma présence en tant que directrice de la communication, mais c'est parce qu'à la faveur de la guerre en Ukraine, la désinformation et les entreprises de manipulation de l'information menées par un certain nombre d'acteurs étatiques s'est en fait pleinement saisi de la question de la sécurité alimentaire et donc pèse aujourd'hui directement sur notre capacité à gérer ces questions d'agriculture et d'alimentation. Notre capacité à la fois à parler de la réalité de la situation, donc de la réalité de cette crise alimentaire et de ses causes, mais aussi à parler de la réalité de notre action en tant que France, en tant que participant à un certain nombre d'initiatives internationales fortes pour répondre à ces questions de crise alimentaire qui se déploient aujourd'hui. Donc, vous avez eu d'ailleurs l'occasion, Sébastien, d'accueillir un séminaire dédié à ces questions de la géopolitique de la sécurité alimentaire qui s'était tenu en fin d'année dernière et auquel le président de la République lui-même avait souhaité participer ainsi qu'un certain nombre de représentants du MAE compte tenu du caractère stratégique de cette question pour nous. Pourquoi cette question est stratégique? Parce que aujourd'hui, on voit que dans le cadre de la guerre qu'elle mène en Ukraine,
La Russie a fait finalement et utilise cette question de la sécurité alimentaire comme un levier de chantage sur un certain nombre de pays à travers le monde pour influer sur leurs choix diplomatiques dans le traitement de la guerre en Ukraine et dans le cadre diplomatique qui est le nôtre. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre des négociations que nous menons par exemple à l'Assemblée générale des Nations unies, de constater qu'un certain nombre de partenaires étaient sous pression de la Russie du fait de leur situation alimentaire particulièrement vulnérable et des tensions que créait la Russie sur les marchés du fait de la guerre. Alors, quelle est la stratégie russe dans le cadre de cette guerre hybride qu'elle mène aujourd'hui et qui mène finalement manipulation de l'information, mais aussi chantage alimentaire? On voit bien qu'il y a d'autres formes de chantage, un chantage énergétique également, qui est mis en œuvre par la Russie. Cette stratégie de la Russie en termes d'information, elle vise tout d'abord à inverser les responsabilités s'agissant des sources et des causes de la crise alimentaire à laquelle fait face le monde. Cette inversion de responsabilité, elle se joue sur l'action de la responsabilité de la crise alimentaire. Or, l'analyse que nous faisons tous, c'est que, évidemment, la responsabilité première des perturbations des marchés de céréales aujourd'hui repose sur une responsabilité russe qui est celle d'avoir déclenché une guerre qui était totalement injustifiée, illégale, en violation complète du droit international, puisque la hausse des prix, finalement, résulte d'un certain nombre de conséquences de cette guerre d'agression menée par la Russie, à savoir le blocus d'Odessa et des grands ports ukrainiens qui empêchent l'exportation des céréales d'un exportateur majeur en matière de céréales et d'autres types de produits agroalimentaires, la destruction de l'appareil productif ukrainien en partie, l'impossibilité pour les Ukrainiens de procéder à l'ensemencement de leurs terres et, dans une certaine mesure aussi, le détournement et le pillage à la fois du matériel agricole, mais aussi des récoltes et des stocks ukrainiens vers la Russie. Donc, cette responsabilité, elle est claire dans les faits, mais dans le discours russe, il y a une volonté de construire un narratif qui incrimine les Occidentaux au premier chef sur les responsabilités de cette crise alimentaire. Et le discours russe s'articule autour de 2 points. Le premier, ce serait, selon la Russie, les sanctions occidentales qui causeraient une insécurité alimentaire majeure, notamment en entravant finalement l'exportation des céréales russes. Le deuxième axe de désinformation utilisé par la Russie, c'est de dénoncer une hypocrisie supposée de la part des Occidentaux dans la gestion de l'accord sur la mer Noire. Vous savez, ce Black Sea Grain Initiative qui permet toujours d'exporter une partie des céréales ukrainiens suite à un accord qui a été trouvé en juillet 2022 avec la participation des Nations Unies, de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, l'hypocrisie que dénonce la Russie, ce deuxième point qui vise à retourner la responsabilité, serait que finalement cet accord bénéficie davantage aux Occidentaux qu'aux pays les plus vulnérables dans le Sud et que finalement l'exportation de céréales ukrainiennes ne bénéficierait qu'à des pays qui n'en ont pas immédiatement besoin et qui ne font pas face à cette crise alimentaire. Donc, ces 2 arguments sont évidemment complètement faux. Le premier, les sanctions, parce que les sanctions ne visent pas les produits agroalimentaires et agricoles. Ça a été une exemption posée et un principe posé très clairement depuis le début de la crise, de la guerre en Ukraine par les partenaires européens, mais au-delà par nos partenaires du G7. Et ensuite, sur l'accord de la mer Noire, on voit bien que cet argument ne tient pas davantage puisque l'Union européenne est structurellement excédentaire en blé et exporte chaque année entre 30 millions et 40 millions de tonnes de céréales et que donc toute nouvelle importation de blé qui se ferait vers des pays qui sont fondamentalement des pays de transit, puisqu'évidemment nous sommes les premiers récipiendaires des céréales qui transitent par la mer Noire, est compensée
par des exportations vers d'autres pays. Et d'ailleurs, si on regarde la balance commerciale française en matière de céréales, on voit bien qu'il y a eu une hausse des exportations de céréales vers l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Donc, cette tentative russe, elle se double par ailleurs d'une remise en cause aujourd'hui de l'accord sur la mer Noire lui-même. On voit bien que cet accord est dû et arrive à échéance le 18 mars 2023 et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à des difficultés à la fois dans la mise en œuvre de cet accord par la Russie, mais aussi dans les perspectives de son renouvellement. Donc, le premier argument qu'oppose Moscou, c'est évidemment cette hypocrisie supposée qui fait en sorte qu'elle remette en cause le principe même de cet accord. Or, on voit que cet accord a quand même permis d'exporter à l'heure actuelle 21 millions de tonnes de céréales ukrainiennes depuis les 3 ports ukrainiens concernés, 47% de maïs et 28% de blé, ce qui a entraîné immédiatement une baisse des cours sur ces produits et donc eu un effet sur les marchés très net. Nous avons tous intérêt à ce que cet accord soit prorogé et c'est évidemment la position de la France et des partenaires européens. Mais on voit bien que la Russie, ayant à la fois essayé de tirer un bénéfice de cet accord en proposant une solution limitée à un problème qu'elle a elle-même causé, en vient aujourd'hui à essayer d'obtenir de nouveaux bénéfices à son bénéfice au travers du renouvellement de l'accord. Et on voit donc aujourd'hui des autorités russes qui freinent l'application de l'accord en ralentissant, par exemple, toutes les inspections qui se font en Turquie sur les navires qui tentent d'exporter les céréales ukrainiennes. Donc, face à cette situation, quelle est la stratégie française et quelle a été la mobilisation française et européenne dans les enceintes internationales? Notre action est celle très déterminée du président de la République sur ces questions comme de la ministre Madame Colonna, a été de travailler avec nos partenaires à renforcer la sécurité alimentaire globale, notamment en travaillant à stabiliser les marchés agricoles, agroalimentaires, mais aussi en travaillant sur les engrais, puisqu'on voit bien qu'une des questions qui se posait, c'était celle des engrais. Donc, vous avez suivi toutes ces initiatives multilatérales, je vais les résumer très rapidement. Il s'agissait pour nous à la fois de travailler à aider, nous aussi, à l'export des céréales ukrainiennes. Et donc, outre l'accord qui porte sur la mer Noire, l'Union européenne, à travers la Commission, a mis en place une initiative qui s'appelle Corridor de solidarité et qui vise à faire sortir d'Ukraine par des voies terrestres, fluviales et ferroviaires vers les pays de l'Union européenne les céréales ukrainiennes qui sont aujourd'hui bloquées en Ukraine. Et donc, à ce stade, il y a plus de céréales, c'est 23 millions de tonnes depuis mai 2022 qui sont sorties d'Ukraine par ces voies terrestres et fluviales soutenues par l'Union européenne. Et la France s'est particulièrement mobilisée pour faire en sorte que la voie de sortie par la Roumanie puisse être soutenue en termes d'infrastructures, de renforcement des capacités de transbordement roumaines. Donc, nous avons signé dès juillet 2022 un partenariat avec la Roumanie pour faire en sorte de renforcer les capacités de transbordement et d'exportation par la Roumanie. Ça, c'est la première initiative que nous avons prise avec nos partenaires européens. Nous avons ensuite travaillé à des initiatives avec un ensemble plus vaste de partenaires et notamment les organisations internationales en charge de l'alimentation et de l'agriculture, donc le PAM au premier chef, mais aussi le FIDA et la FAO, et dans le cadre d'une initiative qui s'appelle FARM, et qui porte sur 3 piliers, donc un pilier de commerce,
Le premier visant à renforcer la transparence des marchés, puisqu'on voit bien qu'au travers de ce chantage alimentaire auquel la Russie se livre, il y a évidemment la tentation pour un certain nombre d'autres États de profiter de la hausse des prix, d'accroître leurs stocks et finalement de rentrer dans une logique de diplomatie alimentaire, comme on avait pu le voir dans le cadre de la pandémie de Covid, se développer une diplomatie du vaccin qui jouait sur la pénurie et sur la hausse des prix pour en tirer à la fois des bénéfices en termes de revenus, mais aussi des bénéfices diplomatiques. Donc cette question de la transparence des marchés, elle est absolument cruciale. La deuxième, c'est un effort de solidarité accru. Et à cet égard, la France a doublé sa contribution au programme alimentaire mondial. Donc pour 2022, nous avons financé 160 millions d'euros d'initiatives dans le cadre du programme alimentaire mondial. Nous avons aussi contribué à une initiative qui s'inscrit dans le mécanisme FARM qui s'appelle Grains from Ukraine. Donc, c'était une initiative de financement par l'Ukraine de céréales à destination des pays les plus vulnérables et dont nous avons financé la livraison avec un certain nombre de partenaires européens. Donc la France a financé notamment à destination du Yémen, du Soudan, de la Somalie, de l'Éthiopie. Et Madame Colonna était en Éthiopie il y a encore quelques semaines avec Annalena Baerbock pour faire en sorte de remettre 50 millions de tonnes de 50 000 tonnes, excusez-moi, de blé aux autorités éthiopiennes et 50 000 tonnes de blé du côté de la frontière somalienne. Donc ça, c'est un effort qui se poursuit également. Et enfin, le troisième pilier de FARM visait à soutenir de la production durable, puisque ça, c'est un effort de long terme conduit par la France aussi dans le cadre de nos engagements en matière d'environnement, en matière de soutien au développement d'une agriculture durable dans les pays les plus vulnérables, à commencer par l'Afrique de l'Ouest. Et à cet égard, je peux vous résumer notre engagement global, puisque notre engagement global en 2022 était de l'ordre de 700 millions d'euros pour la France sur toutes ces questions d'alimentation, de soutien aux écosystèmes agricoles durables et de montage de projets. La dernière initiative que nous avons prise portait sur les engrais, puisque c'est un sujet qui a été soulevé auprès du président de la République par un certain nombre de dirigeants africains qui soulignaient combien la guerre avait un impact spécifique sur leur capacité à recevoir et à utiliser des engrais pour pouvoir poursuivre leur culture. Et donc, le président de la République, en septembre dernier, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, a lancé l'initiative Save Crops, sauver les récoltes, avec l'Union africaine, avec là encore le programme alimentaire mondial, et qui vise là aussi à permettre d'avoir une transparence sur les marchés et surtout à bénéficier depuis l'Union africaine d'un mécanisme de répartition pour les pays les plus vulnérables et permettre ainsi que ces pays qui aujourd'hui peinent à pouvoir s'approvisionner en engrais puissent en bénéficier. Et donc nous avons là aussi fait une contribution financière significative pour soutenir ce programme. Donc cet engagement, et c'était là une de vos questions Sébastien, cet engagement il ne naît pas de la crise et de la guerre en Ukraine, c'est évidemment un engagement de long terme de la France de soutenir à la fois la sécurité alimentaire à travers le monde et nous savons que cette crise ne date pas de la guerre en Ukraine, même si elle est venue l'aggraver très sévèrement, et de soutenir dans le cadre de notre objectif au regard de la COP21, un engagement international à soutenir une production durable à travers le monde. Et vous savez que, évidemment, ceci suppose des financements extrêmement importants, des investissements extrêmement importants. Et donc, pour ouvrir peut-être vers des objectifs et des horizons un peu plus vastes que l'actualité immédiate de la guerre en Ukraine, le président de la République tiendra en juin un sommet dédié au financement
et à la réforme du financement des programmes de développement avec un très fort focus sur la transition écologique. Cette réflexion sur le financement, elle se fait jour aujourd'hui puisque à la COP27 à Sharm el-Sheikh, nous avons entendu des demandes extrêmement fortes des pays en développement pour qu'il y ait des financements de la compensation des effets du changement climatique sur leurs environnements. Une demande très forte qui est exprimée et auquel la COP27 a échoué à répondre en partie. Nous avons par ailleurs à traiter toutes les questions qui relèvent des objectifs du développement durable et la sécurité alimentaire en est un. Et donc, la communauté internationale se trouve aujourd'hui faire face à des difficultés de financement majeures, puisqu'il faut un investissement majeur, y compris en termes de production agricole durable. Et l'idée de ce sommet est donc d'identifier à la fois en changeant la gouvernance des organisations financières internationales chargées du développement, mais aussi en identifiant des sources innovantes de financement, de pouvoir tenter de répondre à ces questions de façon durable et pour tenir compte de nos ambitions en matière de changement climatique et d'action climatique. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce début de discussion. Merci beaucoup Anne-Claire Legendre pour ces propos, le rappel des engagements nombreux de la France, plus largement aussi de l'Union européenne sur ces questions agricoles et alimentaires, à la fois en lien avec les sujets de développement durable, mais aussi les enjeux de solidarité avec ce qui se passe à travers la planète et ces équilibres alimentaires à trouver par la voie du commerce qui ne doit pas subir de choc et par la bonne circulation et bonne mobilité aussi de ces productions dont on sait qu'évidemment sur la planète les situations sont très contrastées et qu'elles appellent à plus d'interdépendance quelque part en matière agricole et alimentaire. Merci beaucoup encore une fois Anne-Claire Legendre et merci au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de son partenariat avec le Club Déméter et d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir pour mettre cette perspective large sur notre débat de lancement de l'édition donc 2023 du Déméter. Nous avons beaucoup de plaisir à faire cette 5e édition avec l'IRIS. Cette édition 2023 s'appelle « La durabilité à l'épreuve des faits ». Nous avions avec les collègues du comité de rédaction et du comité de correspondants internationaux, et je voudrais les saluer, les remercier pour leur engagement, leur contribution, le travail que nous effectuons collectivement. Il y a 2 ans, nous souhaitions faire un gros numéro autour de la durabilité agricole au carrefour d'un certain nombre d'enjeux de transition, d'accélération, d'adaptation. Et il nous a fallu évidemment, en cours de route depuis 2 ans, aiguiser davantage le sommaire de cette édition pour coller aussi à ces nouvelles secousses sur le terrain géopolitique et stratégique. Et le sommaire que nous présentons est un sommaire qui s'est dessiné jusqu'avant les fêtes de fin d'année 2022 pour tenir compte d'un maximum de dynamique. Avant de vous présenter nos invités et la table ronde qui va suivre sur ces sujets de durabilité agricole et les sujets de marché mondiaux et cet équilibre entre durabilité, sécurité et soutenabilité des développements. Je précise aussi que dans le Déméter, vous avez de nombreux thèmes qui sont traités, parmi lesquels certains ne seront pas abordés ce soir, mais j'aimerais quand même vous mettre une mise en bouche sur ce produit de connaissance d'1 kilo, de 400 pages. Nous parlons de repères sur le sel méconnu, mais que nous utilisons régulièrement dans notre quotidien alimentaire, sur le sucre, sur les produits halal qui ont sur le marché mondial le vent en poupe, des focus sur la pêche, l'aquaculture, sur l'agtech, la foodtech, le rôle des semences, évidemment la logistique. Et nous avons des chapitres passionnants sur les insectes qui vont sauver l'agriculture mondiale, sur la nouvelle politique agricole commune qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier 2023, sur les viandes du futur et ces viandes de laboratoire qui interrogent et qui sont au carrefour précisément de réflexion sur la durabilité en même temps d'attente de consommateurs et évidemment de maîtrise et de gestion des risques. Nous avons également des articles sur l'énergie
et le lien avec l'agriculture, à la fois l'impact du choc énergétique pour produire, mais également le rôle de l'agriculture pour proposer de l'énergie aujourd'hui renouvelable, locale, et qui contribue à cette décarbonation de nos systèmes économiques. Et puis, je pourrais rajouter aussi, évidemment, nos chapitres sur l'inflation alimentaire et comment les consommateurs seront prêts peut-être demain à payer plus cher leur nourriture si elles ont la capacité de reprendre conscience des différents sens de l'alimentation. Et puis, autre sujet que l'on traite dans le Déméter, nous n'oublions jamais les petites coquetteries thématiques. On a un chapitre passionnant sur le survivalisme, sur le métaverse et les jumeaux numériques et la place des questions agricoles et alimentaires à l'intérieur, sans oublier les produits fermentés, les protéines du futur, les mycorhizes, les interactions entre plantes et champignons, la taxe carbone aux frontières, la diplomatie agricole, et j'en passe, plein de sujets. Nos invités ce soir pour la table ronde, après l'introduction de Pascal Boniface et le témoignage d'Anne-Claire Legendre du Quai d'Orsay, nos invités ce soir, je les présente pour la table ronde qui suit. Racha Ramadan, en direct du Caire, professeur associé à la faculté d'économie et de sciences politiques de l'université de la capitale égyptienne, membre depuis de nombreuses années de notre comité de correspondants internationaux, fidèle de l'actualité française, parfaitement francophone. Merci Racha d'être avec nous ce soir. Bertrand Valliorgue, qui est professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'EM Lyon, école de commerce à réputée internationale. Bertrand a depuis quelque temps intégré le comité de rédaction du Déméter, grand spécialiste de l'Anthropocène et qui s'interroge beaucoup sur ces concepts de durabilité forte. Il va nous expliquer de quoi nous parlons et pourquoi l'agriculture doit être au rendez-vous de ces nouveaux engagements qui concernent tout le monde. Notre troisième invitée, Esther Hermoué, future agricultrice, je le dis, elle va nous expliquer pourquoi elle s'engage pour devenir agricultrice. Elle a suivi une formation tremplin chez Hectare, cet incubateur, cet accélérateur à talent de cette nouvelle génération qui a envie de s'engager sur les questions agricoles et qui vient avec plein d'hybridation, plein de compétences, plein de métiers différents à la fois. Elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait et comment elle entend le faire. Merci beaucoup Esther de venir participer à cette table ronde et de nous témoigner sur cet engagement fort de votre part et émergent. Et puis Arthur Portier, faut-il le présenter? Vous le voyez régulièrement dans les médias, il nous explique quand nous ne comprenons pas grand-chose, pourquoi les questions agricoles et alimentaires s'agitent sur les marchés mondiaux, grand spécialiste des marchés, qui rend intelligible la complexité. Et Arthur est aussi agriculteur, et c'est aussi parce qu'il est agriculteur et analyse des marchés que nous avons tenu à l'avoir parmi nous ce soir pour confronter ceux qu'il observe sur la scène internationale dans son travail d'analyste et comment il vit ça sur son exploitation agricole. Merci à tous les quatre et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, interpeller, mettre des commentaires sur le fil. Vous êtes 270 actuellement connectés. Nous sommes très heureux de cet intérêt fort pour les questions agricoles et alimentaires. Et je me permettrai de rappeler avant de lancer cette table ronde que si vous êtes intéressé sur les questions alimentaires et agricoles, il ne faut jamais oublier qu'il y a des agricultrices, des agriculteurs, des pêcheurs et des aquaculteurs sur la planète qui vous permettent de vous intéresser au sujet alimentaire. Sans elles et sans eux, nous ne sommes pas grand-chose. Je tiens toujours à rappeler ce petit point évident, mais qu'il faut quand même ne jamais oublier. Je m'adresse d'abord à Bertrand Valliorgue. Bertrand, merci de nous avoir secoués il y a bientôt 2 ans, en nous disant développement durable, oui, mais durabilité forte surtout, en nous disant c'est ça le grand sujet qui vient. Alors c'est quoi la durabilité forte? C'est quoi? C'est du développement durable survitaminé et comment on fait? Comment on travaille là-dessus? Par quoi? Par qui? Pour qui? Ça s'adresse à qui ce concept de durabilité forte? Alors, merci Sébastien de l'invitation et du Club Déméter. Alors, la question du développement durable, je rentre directement, je réponds à la question, hein, Sébastien. La question du développement durable, elle n'est pas du tout nouvelle, hein. On entend parler de développement durable depuis environ 35 ans, 40 ans. C'est pas un enjeu qu'on découvre. Par contre, ce qu'on est en train de comprendre, et dans le monde dans lequel on rentre lié au changement climatique, c'est que notre conception de la durabilité n'est plus la bonne et qu'on est en train de passer de la durabilité faible à la durabilité forte. C'est un changement de paradigme dans la manière dont on appréhende ces questions de développement durable. Alors,
le point, c'est de dire quelle est la différence. Comme vous le dites, Sébastien, est-ce que c'est du survitaminé? Est-ce que c'est du plus? Est-ce qu'il y a un changement de nature ou un changement de degré entre durabilité faible et durabilité forte? Un exemple, la durabilité faible, ça va être trouver le meilleur compromis possible entre des objectifs économiques, sociaux, environnementaux. Donc, on accepte dans le cadre de la durabilité faible qu'à un moment donné, on va avoir des effets négatifs sur l'environnement naturel, au sens large du terme. Alors, on les assume, on les regrette et on essaie de les atténuer. Mais néanmoins, ils sont toujours présents. Je vous donne un exemple. On est très dépendant des énergies fossiles par rapport à notre mobilité. L'utilisation de ces énergies fossiles, elles sont problématiques du point de vue de l'environnement. On essaie de les réduire, on les accepte, et puis on se dit c'est une période intermédiaire, on fait de notre mieux, mais à un moment donné, on va avoir une nouvelle technologie et on va pouvoir se débarrasser de cette technologie énergie fossile et on aura moins d'impact. Sauf que vous savez, on n'a toujours pas trouvé la solution. Enfin, en tout cas, elle n'a pas encore émergé et l'impact des énergies fossiles, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, ne fait qu'augmenter. Donc, on trouve un compromis, on sait bien qu'on n'est pas parfait, on sait bien qu'on n'arrive pas à annuler complètement les impacts sur l'environnement, on essaie de les réduire. Durabilité forte, et c'est là où il y a un énorme saut et un changement de paradigme, plus d'impact négatif sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'avoir des impacts ou de détruire ou de dégrader les équilibres environnementaux. Donc, on se dit, par exemple, dans le cadre de la durabilité forte, on ne doit pas dépasser un certain nombre d'unités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est un impératif parce que si on va au-delà, on se met en grande difficulté pour un certain nombre d'équilibres et de fonctionnement des sociétés humaines. Donc, développement, durabilité forte, on insère l'activité économique dans un cadre, dans un environnement naturel, sans le dégrader. Il n'y a plus de compromis, en fait. Merci Bertrand. Alors, c'est très clair. On voit bien le changement de paradigme et du coup la complexité encore plus forte à aller chercher ce concept de durabilité non pas faible mais forte avec la recherche d'un minimum ou même d'un zéro impact. Concrètement, la durabilité forte, c'est possible en agriculture? Et si oui, c'est pour certains pays, pour des pays qui en ont les moyens. Sur quoi ça repose la durabilité forte en agriculture et quels sont les déterminants et les acteurs qu'il faut activer pour aller chercher ce concept d'un point de vue opérationnel? Alors, fort heureusement, oui, c'est tout à fait possible et c'est déjà pratiqué et il y a déjà un savoir-faire. Peut-être que je peux vous donner l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de conservation des sols, où là, on cherche à avoir un impact positif sur les sols, justement, comme son nom l'indique très bien. Et non seulement on a un impact positif, mais cette agriculture de conservation des sols, elle améliore la vitalité des sols. Donc, cette trajectoire de l'agriculture de conservation des sols est typique d'une volonté d'avoir un impact positif, et voire améliorant, sur un élément essentiel en agriculture qui est le sol. Et ça se pense à des petites échelles et ça se pense à des très grandes échelles. Aujourd'hui, vous avez la pratique de l'agriculture de conservation des sols sur des petites structures, mais vous l'avez aussi sur des très grandes structures. Le passage à l'échelle, il est tout à fait possible et il est tout à fait aujourd'hui réalisé et réalisable. Donc, ce n'est pas du tout une utopie impraticable, très éloignée de nous, qui serait dans les livres et où on se ferait plaisir en se racontant qu'une autre agriculture est possible et envisageable demain. Non, elle est déjà là. Par contre, il est certain qu'elle n'est pas encore passée à l'échelle et qu'on a des poches d'innovation et de fonctionnement sur cette agriculture de conservation des sols qu'il faudrait arriver à, je dirais, généraliser. Donc, pour répondre à votre question, Sébastien, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait applicable. C'est pas qu'un truc d'agriculture développée qui serait des Occidentaux en pointe, pas du tout. On peut le pratiquer dans tous les territoires s'il y a une volonté politique, marchande, industrielle, d'aller sur cette trajectoire. Bon, c'est un exemple dans l'agriculture de conservation des sols qui concerne bien évidemment les grandes cultures, les céréales, mais on peut aller sur la même ambition sur le secteur de l'élevage. L'idée étant de ne pas avoir d'impact négatif sur l'eau, l'air, le sol et la biodiversité, voire potentiellement d'améliorer
les caractéristiques de ces ressources. Merci Bertrand. Alors du coup, ça me fait me tourner vers Arthur d'abord. Arthur Portier, vous êtes analyste de marché, mais c'est à l'agriculteur là que je voudrais m'adresser. Ça vous évoque quoi, vous, concrètement, cette durabilité forte? Vous en pensez quoi par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Je vais même un peu plus loin. Vous la mettez en œuvre sur votre exploitation d'ores et déjà, ou alors ça reste compliqué parce qu'il y a aussi des tensions économiques, énergétiques qui font que ces transitions ne sont pas si simples. Arthur, votre micro, s'il vous plaît. Alors, le temps qu'Arthur remet son micro. Merci Arthur. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je disais oui, la question, la réponse est un petit peu dans la question, hein. On oppose souvent malheureusement les agriculteurs et la durabilité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, hein, on a le grand public par exemple qui pense que les agriculteurs sont pour l'utilisation du glyphosate, sont pour l'utilisation des néonicotinoïdes, si j'emploie 2 termes, hein, qui ont été un petit peu, qu'ont fait la presse ces derniers temps. Or, nous ne sommes absolument pas pour, hein. Nous rêvons d'un monde aux alternatives efficaces, aux alternatives économiques. Mais aujourd'hui, cela est rendu extrêmement difficile, tout simplement parce que la grande majorité des alternatives passent par la science et qu'aujourd'hui, malheureusement, j'insiste là-dessus, hein, la science est très peu considérée. Donc, dans le contexte de tension énergétique, hein, c'est rendu encore plus difficile aujourd'hui, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense vraiment que pour avoir plus de durabilité en agriculture, il faut 2 choses. Dans ces 2 éléments, il y a 1, de la vision, et 2, de la cohérence. Et j'insiste vraiment, hein, sur ces 2 termes de vision et cohérence qui pour moi sont les piliers de cette durabilité. Et aujourd'hui, personne est finalement capable de dire où sera notre agriculture dans quelques années. Comme beaucoup évidemment, hein, je vois du coup cette agriculture et notre agriculture française et européenne plurielle, hein, c'est-à-dire à la fois multiproduction, à la fois multi-débouchés. Et j'insiste sur le multi, c'est-à-dire que en permanence aujourd'hui dans le monde et particulièrement en agriculture, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et c'est toujours finalement un curseur qu'il faut déplacer. Donc répondre aujourd'hui, hein, dans ce terme de durabilité, répondre par exemple au cahier des charges des acheteurs internationaux, seulement au cahier des charges des acheteurs internationaux, et ça serait intéressant d'entendre Rachat sur le sujet, évidemment ce n'est pas sérieux. Répondre qu'aux besoins des Français, qui est un pays riche, hein, je le rappelle, ne serait pas sérieux. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire les deux, qui peut amener justement cette durabilité. Alors profitons-en, hein, il faut jamais tomber finalement dans l'extrême, puisque avec l'extrême, on va nulle part, hein, finalement. Si je résume, le jour où on se dit il faut surprotéger l'environnement et qu'on va dans l'extrême environnemental, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a certaines populations, et Sébastien le sait bien, qui ne seront plus en sécurité d'un point de vue alimentaire. Et quel est le risque si ces populations ne sont pas en sécurité? Bah, c'est qu'on abandonne tout le travail de durabilité finalement qui a été fait ces dernières années pour retomber dans produire, pour produire, produire, pour mettre à l'abri ces populations. Et à l'inverse, si jamais on va dans la surprotection des populations et dans la surexploitation de nos sols, eh bien on va les appauvrir, on n'aura plus rien pour produire dedans demain. Donc je pense vraiment que c'est ce curseur aujourd'hui, il ne faut pas opposer agriculteur et durabilité. Cette durabilité forte, elle est certes nécessaire, mais en agriculture, pardon, il y a ce curseur toujours à affiner, à placer au bon endroit, et c'est ce qui cause aujourd'hui le plus de tort à notre belle agriculture. Merci Arthur, je reste avec vous un instant du coup sur ce point-là, c'est-à-dire vous vivez en tant qu'agriculteur cette tension à trouver et cette position du curseur à équilibrer, hein. On voit bien la complexité du sujet. Vous êtes dans le prolongement que Bertrand nous indiquait, mais avec ce côté opérationnel à les mettre en route et sur cette importance d'avoir un peu
cohérence dans tout ça, d'équilibre. Est-ce que dans le fait que vous êtes aussi analyste de marché, que vous regardez ce qui se passait en Europe, dans le monde, est-ce que ça vous aide dans votre travail d'agriculteur sur votre exploitation pour faire les bons choix, pour avoir de nouveaux engagements et peut-être parce que vous regardez aussi ce qui se passe un peu au loin, d'être meilleur à domicile sur votre parcelle? Bah, je crois que, Sébastien, malheureusement, je crois que de manière générale, ça me dessert. Pourquoi je dis que ça me dessert? Tout simplement parce que dans mes projets aujourd'hui, lorsqu'on a une certaine vue d'ensemble, des dynamiques agricoles, on comprend encore moins, certaines, décisions prises, que ce soit par la Commission européenne ou par certains, décideurs politiques. Donc, j'ai l'impression que ça me dessert. Je suis pas en train de dire, hein, que ce sont, les décideurs politiques qui dictent l'évolution de mon exploitation. Aujourd'hui, je suis chef d'exploitation, les agriculteurs sont des chefs d'exploitation, des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous aimons pour beaucoup entreprendre et finalement, d'une manière générale, les décideurs influent, sur nos différents modèles. Donc sur mon exploitation aujourd'hui, la question n'est absolument pas de comment sortir du système, hein, mais c'est plus finalement d'essayer de créer un écosystème à l'échelle de mon exploitation, à l'échelle du village, à l'échelle de la communauté de communes, à l'échelle de la région, en y associant évidemment la production, agricole, hein, pour nourrir, qui est un pilier, la production, d'énergie de toutes sortes. Donc nous avons vraiment 1000 choses à faire. Il faut rester extrêmement, positif. Je sais que Esther, hein, vous l'avez rappelé, Sébastien va s'installer, donc il faut vraiment passer des messages positifs, laisser passer certaines vagues pessimistes, hein, et aller de l'avant, car je reste vraiment intimement convaincu qu'on a notre rôle à jouer, les agriculteurs, dans la durabilité, au plus profond de moi, qu'être agriculteur aujourd'hui, hein, c'est une véritable chance. Merci Arthur Portier. Ben, justement, je vais me tourner vers Esther Hermouet. Vous venez de vous lancer en agriculture, en tout cas c'est un mouvement préparé, souhaité. Vous êtes passé en formation chez Hectare pour reprendre un domaine viticole familial, hein, si j'ai bien tout compris, vous allez nous le dire. Ça nous intéresse en fait de connaître votre parcours, votre réflexion. Pourquoi en fait vous allez dans le domaine agricole et avec cette filière vitivinicole. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre aussi comment dans votre projet entrepreneurial, vous essayez de combiner cette dimension tant sociale, environnementale qu'économique pour être dans du développement et du coup avoir aussi une exploitation et une activité professionnelle qui soit soutenable. Eh bien, merci pour cette question riche et merci pour les encouragements, Arthur. Du coup, pour commencer simplement par mon parcours, il était jusqu'alors relativement linéaire, je pense. Je suis effectivement originaire du Bordelais, dans la région du Libournais, dans une appellation viticole qui s'appelle Fronsac, dans laquelle mon père est effectivement viticulteur. Je m'en suis cependant éloignée assez vite pour poursuivre mes études à Paris en classe préparatoire, puis à Lille, à l'EDEC, pour faire une école de commerce. Une fois diplômée, même roulement, je dirais, assez instinctivement, je me suis tournée vers des fonctions marketing dans des grands groupes de vins et spiritueux, Moët Hennessy d'abord, le groupe italien Campari actuellement. Et c'est finalement une situation assez plaisante, enrichissante professionnellement, qui aurait pu durer si, il y a près de 2 ans maintenant, mon père ne s'était pas mis à aborder le sujet de la retraite. Et ça a été, je pense, une double prise de conscience, je dirais, pour moi, mais également pour mon frère et ma sœur. On a réalisé, d'une part, qu'on n'avait jamais considéré le fait de reprendre l'exploitation familiale comme une éventualité. C'était pour nous une question qui ne s'était jamais vraiment posée à nous. Et d'autre part, on a également réalisé qu'on n'était pas seul. On a réalisé que la situation dans laquelle on se trouvait, à savoir un domaine familial, 3 enfants, aucune velléité de reprise, était finalement assez représentatif d'un des maux du système agricole français, avec, je crois, près de 2/3 des exploitations qui, aujourd'hui, n'ont aucune vision sur qui pourrait être preneur. Et du coup, je me permettrai peut-être de reformuler, en tout cas dans notre cas, votre question. Le point, dans un premier temps, tout au moins, n'était pas tant de savoir pourquoi on voulait s'engager, mais surtout pourquoi on ne voulait absolument pas s'engager. Et on a abordé ce point qui s'est dressé, enfin, qui nous a permis de dresser un constat qui, dans un premier temps, je pense, était assez sévère. Ce constat, il était triple. Le premier, c'est qu'on ne voulait pas s'engager parce que le métier d'agriculteur nous semblait ou me semblait être extrêmement ingrat.
Ingrat pour ce qui requiert d'engagement physique, d'engagement mental. Ingrat parce que le contexte, et Arthur vient effectivement d'en parler, est relativement incertain. Et nous semblait aussi être ingrat parce que socialement isolé. D'autre part, s'engager, c'était donner une sorte de stop à notre carrière, donner un stop à cette injonction finalement de croissance professionnelle qui est celle qu'on nous apprend dans les écoles que j'ai faites. Et c'était presque accepter de stagner. Et enfin, s'engager et devenir agriculteur, c'était aborder les questions environnementales, non plus passivement comme un consommateur, mais réellement y faire face comme un acteur. Et pour toutes ces raisons, pour ce constat qui était finalement assez cru, je pense, c'est un constat qui nous a permis ou qui m'a permis de vouloir enclencher un mouvement. C'est un constat face auquel je me suis dit, deux options, soit se résigner face à ce constat et continuer la carrière que j'ai commencée, soit finalement ne pas accepter que ce modèle soit une fatalité. Et ce qui m'a permis de ne pas accepter que ce modèle soit une fatalité, c'est de rencontrer l'école Octar, qui s'est créée finalement à peu près au même moment que ces réflexions personnelles que j'avais sur le sujet, et dont la démarche était finalement extrêmement proche des problématiques qui se posaient à moi. Et donc, me sentir d'une part accompagnée, et d'autre part, avoir un cadre qui me permettait de voir plus loin. Par voir plus loin, j'entends pas seulement me poser la question de la reprise du domaine familial, mais plus encore de la reprise et d'une transformation. Et ce point de la transformation est important, parce que c'est cette transformation qui me permettait de rétablir un cadre. Et un cadre, c'était celui d'un cercle vertueux entre durabilité économique, sociale et environnementale. C'est pour ça que la dernière partie de votre question sur la façon dont j'appréhende ce prisme-là ou cette exigence même d'une durabilité économique, sociale et environnementale, elle est assez rapide, au sens où oui, c'est une exigence nécessaire, quasiment sine qua non au fait de m'installer. Je crois très fort, peut-être de façon optimiste, parce qu'encore aux prémices de tout ça, mais je crois encore très fort au cercle vertueux qu'il y a derrière. Ce que j'identifie en revanche comme problématique ou comme un frein, c'est les temporalités. Je pense qu'effectivement, on a des temporalités différentes entre l'économique d'une part. Au sein d'une exploitation, je pense que l'urgence est économique avant d'être climatique, et on s'inscrit ici dans un temps court. Alors que les deux autres axes, durabilité sociale et environnementale, sont in fine des questions de valeur, des questions culturelles, des questions scientifiques, effectivement, et s'inscrivent nécessairement dans un temps long. Et je pense que l'enjeu, tout au moins de mon point de vue sur mon installation, l'enjeu va effectivement être d'arriver à raccorder ces trois temporalités-là. Merci Esther de ce témoignage. Je reviendrai vers vous ensuite sur certains angles. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce parcours aussi, en retournant la question sur pourquoi ne pas s'engager, et puis en même temps prendre la décision de s'engager en se disant que ça peut être autrement et que ça peut être porteur de plein de sens. Donc merci d'avoir aussi évoqué cette conversion dans une ardeur joyeuse. On comprend que vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous vous interrogez sur beaucoup de choses, mais en même temps, vous y allez et vous êtes déterminé à y aller. Bravo aussi pour ça. Et je reviens vers vous sur d'autres questions juste après. Nous partons au Caire, en Égypte, avec Racha Ramadan, professeur à l'université du Caire, grande spécialiste de la sécurité alimentaire et des subventions alimentaires en Égypte. Elle est membre du comité de correspondants du Déméter depuis des années. Vous l'avez peut-être déjà entendu en France parce qu'elle y prononce souvent des conférences. Elle y enseigne également. Racha, merci d'être avec nous. Vous êtes reconnu dans votre pays et plus largement sur ce sujet de sécurité alimentaire. Vous travaillez beaucoup sur les dimensions sociales de l'alimentation en Égypte. C'est quoi votre regard, avant qu'on parle de vos sujets, mais c'est quoi votre regard sur ce que vous venez d'entendre, nos réflexions en Europe sur cette durabilité forte, sur l'enjeu environnemental qui pourrait être écrasant par rapport à l'urgence économique et qui parfois prend le dessus dans certains débats de société. C'est quoi votre réaction à ce que vous venez d'entendre ? Donc, merci d'abord Sébastien pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi l'équipe Club Déméter. Donc, je vais commencer de ce que Arthur a dit, que l'agriculture et la durabilité ne doivent pas être vraiment exposées ou regardées comme c'est contradictoire. En Égypte, l'agriculture était un des secteurs les plus résilients après la COVID, mais avec le changement climatique, c'est aussi très vulnérable.
Par exemple, les agriculteurs en Égypte, ils sont plutôt travaillent sur de petites exploitations autour du delta, autour du Nil. Et le delta est vulnérable et en danger si le niveau de mer va augmenter à cause du changement climatique. Il y a aussi la rareté de l'eau, l'augmentation de la température qui aura une influence sur la production du blé, qui est un produit très important pour les Égyptiens. C'est une composante principale du système de subvention alimentaire. L'Égypte importe plus de 50% de la consommation du blé, et ce qui pose un fardeau sur le budget du gouvernement, et c'est en même temps un aspect social très important. Donc, si je peux dire quelque chose de ce que vous avez dit, c'est très important que les pays développés, riches, et les pays en développement doivent collaborer ensemble. Il faut échanger l'expertise, la technologie, le financement, comme c'était l'objectif de la COP27, pour pouvoir vraiment faire face à ce changement climatique, à ces dangers qui font face à l'agriculture et par la suite, pas seulement à la sécurité alimentaire dans tous les pays, mais aussi à la pauvreté. Si je parle du cas de l'Égypte, la pauvreté et la sécurité alimentaire sont très corrélées. Il faut vraiment mettre en place, retransformer le système agricole pour être plus résiliente pour tous les chocs, pour prendre en considération cette rareté de l'eau, cette augmentation de température. Dans le cas de l'Égypte, bien sûr, profiter de l'énergie renouvelable, comme le vent, le soleil. Comme académique et chercheuse, je vois que la recherche scientifique est très importante et ça peut aider beaucoup le secteur agricole et les agriculteurs, que ce soit en France, en Égypte ou partout, par investissement dans la recherche scientifique agricole pour avoir des semences plus résilientes à la changement de la température ou à la fertilité du sol, trouver des systèmes d'irrigation plus modernes, plus consommateurs de l'eau. Donc, oui, c'est un commentaire comme ça général de tout ce qui a été vu. Et une remarque finale avant de retourner vers toi, c'est que pays riches ou pays pauvres, le changement climatique, quel que soit qui cause ça, ça va influencer toute la planète. La sécurité alimentaire, on a vu ça pendant 2008-2009 et on a vu ça avec la COVID et la guerre. Si chaque pays décide de se protéger, d'arrêter d'exporter, ça cause plus de problèmes parce que ça augmente le prix global, ça influence les pauvres partout, ça influence aussi les agriculteurs et les producteurs qui sont des pays riches ou des pays pauvres. Donc, c'est vraiment le moment où il faut vraiment échanger plus et avoir plus de collaboration dans ce secteur, plus d'importance sur ce secteur nord-sud et sud-sud et nord-sud-sud. Merci Racha de cette réaction sur ces points-là et le rappel aussi de ces solidarités à avoir et de nos interdépendances. Je reviendrai vers vous sur vos sujets vraiment aussi d'inflation alimentaire et où on en est un peu en Égypte avec les chocs de marché et quand même de prix ces derniers mois. Mais je voudrais juste rester un instant avec vous. L'Égypte vient d'accueillir à l'automne dernier la COP27 sur le climat. Pardon de vous sortir un instant de votre sujet immédiat, mais comment la société égyptienne a vécu cet événement avec intérêt, dans l'indifférence? C'était un événement international. Les mondes agricoles égyptiens, ils y ont été présents, ils ont participé, ils ont pu s'exprimer. Comment ça s'est passé en dehors de l'événement et de ceux qui ont fait l'événement? Comment la société égyptienne a regardé ça? Je crois que c'était un événement très important dans tous les domaines, que ce soit académique, agriculteur, la politique. C'est vraiment l'événement le plus important. La société égyptienne est au courant de l'importance d'un tel événement de changement climatique parce que ça influence la vie de tout le monde. J'ai eu la chance de participer. J'ai vu qu'il y avait, je crois que tout le monde était présenté. Donc, il y avait les organisations internationales comme le FAO, l'IPAD. Il y avait aussi côté NGO et entreprises privées intéressées à l'agriculteur et aux produits alimentaires. Il y avait aussi le côté de les décideurs dans le pays, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de Planification, d'autres ministères. Donc, je crois que c'était vraiment un grand événement regroupant tous les
comme on dit en anglais, les stakeholders qui s'intéressent vraiment à ce sujet, pas seulement au niveau national, mais au niveau aussi international. Donc, je crois que c'était vraiment une opportunité importante pour s'échanger, pour discuter. Il y avait une journée pour l'agriculture et l'adaptation. Il y avait beaucoup de sessions qui discutent de ça, de l'importance de vraiment transformer le système agricole, de s'intéresser à moderniser l'agriculture, comment avoir un système plus résilient, avoir des approches plus durables pour la production alimentaire, pour l'agriculture, tout en prenant compte des changements climatiques. Et en fait, je ne crois pas que c'était seulement en novembre, parce que même avant et après, on continue toujours à s'intéresser à ce sujet. Une autre fois, au niveau académique, il y a beaucoup maintenant de recherches et des articles scientifiques qui s'intéressent à ce thème, à comment vraiment prendre en considération et cette relation, je vois, complexe entre l'agriculture, sécurité alimentaire et le changement climatique, parce que l'un influence l'autre. Et donc, c'est vraiment très important que tous les stakeholders, secteur privé, société civile, agriculteurs, le gouvernement et les organisations internationales coopèrent ensemble pour ça. Merci Racha et bravo encore, je vous le dis toujours à chaque fois que je vous entends, mais vous avez un français parfait et ça nous fait aussi plaisir de savoir que le français est pratiqué en Égypte et si bien pratiqué. Je reviens vers Bertrand Valliorgue. Bertrand, on vient d'entendre plusieurs propos, des témoignages, des expériences. On est allé en Égypte, on a vu que le sujet, en fait, climat, agriculture, sécurité alimentaire, en fait, est vraiment universel. Ça vous inspire quoi et comment vous, dans vos travaux académiques aujourd'hui ou d'enseignement, vous travaillez avec les mondes professionnels, les mondes agricoles pour essayer aussi de traduire ces réalités de terrain? Alors, il y a deux questions, Sébastien, dans votre point. J'y réponds brièvement. La première question, un point sur lequel je voudrais peut-être faire un bref retour, c'est le rapport agriculture et sciences. Agriculture, sciences et changement climatique. Hein. C'est dans la perspective de changement climatique, comme l'indique, je pense que Racha, on le voit très bien en France, et je pense qu'aussi il est très net en Égypte, le changement climatique, et c'est une inquiétude partagée civilisationnelle. Bon, une solution consiste à dire, la science va nous sauver. Ou en tout cas, grâce à la science, on va pouvoir maintenir les rendements. Et quand on dit ça, on parle NBT, en fait, hein, pour être un peu plus clair. Je pense qu'il faut être… Alors, moi, je ne me lance pas du tout dans le débat pour, contre NBT, mais je pense qu'il faut regarder quelque chose d'assez simple, c'est que les meilleures semences ou les meilleures recompositions de génome, si le sol est mort, ça ne poussera pas. Et entretenir un sol, c'est finalement des choses assez basiques, assez simples pour arriver à le faire. Donc, soyons attentifs au fait que, oui, la science va nous aider à progresser et c'est souhaitable, mais il y a aussi des fondamentaux, des basiques sur lesquels on n'a pas besoin de la science et sur lesquels peut-être on pourrait être plus attentif avec des pratiques agricoles plus durables sur la santé des sols. Donc, c'est plus une question de culture, d'habitude, d'évolution et de progrès, plus que de développement et de progrès scientifique ou de révolution scientifique. Et puis, alors, qu'est-ce que je fais en tant qu'enseignant et en tant que chercheur? Alors, avec AEM Lyon Business School et avec les équipes, aujourd'hui, les acteurs des filières et des systèmes alimentaires, ils viennent nous aider sur la question de la transition. C'est-à-dire comment je passe du point A au point B. Le point A, le point B, c'est souvent comment j'arrive à avoir un objectif net zéro en termes de carbone sur une échelle de temps extrêmement courte, puisqu'on a aujourd'hui, c'est l'objectif 2030-2032. Donc, il faut décarboner toutes les chaînes alimentaires en moins de 10 ans. On n'a jamais fait ça. C'est des gros changements. C'est des changements à marche forcée. Et donc, les discussions et les recherches et les enseignements, ils sont beaucoup sur comment on arrive à faire cette transition. Merci Bertrand et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cette conférence débat qui s'étirera jusqu'à 20h. Vous pouvez utiliser le fil
pour ne pas dire le chat, qui vous offre la possibilité de commenter, poser des questions. Je prendrai des questions pour nos invités. Donc, je suis attentif à ce qui se déroule sur cette plateforme, mais je voudrais maintenant revenir chez Arthur Portier, non pas dans l'exploitation agricole, Arthur, encore que, mais vous êtes analyste de marché et beaucoup de personnes ont vu, ont entendu, et Anne-Claire Legendre a rappelé un certain nombre de dynamiques tout à l'heure, Pascal Boniface aussi dans son introduction. Pourquoi l'année 2022 a été si particulière sur le marché mondial des produits agricoles et en gros, pourquoi il y a eu de l'inquiétude sur cette sécurité alimentaire au niveau international? Alors, évidemment, hein, l'année 2022 est particulière tout simplement parce que c'est un petit peu l'année de tous les records sur les prix des matières premières en euros la tonne, hein, notamment. Hein, si on prend le blé, par exemple, à Rouen, on est passé de 270 euros la tonne au 1er janvier 2022 à 310 euros la tonne fin décembre. Donc, on a l'impression, on se dit une hausse annuelle de 40 euros la tonne. Finalement, ça n'a rien de faramineux. Or, ce qui est absolument faramineux, hein, c'est ces amplitudes de variation qu'on appelle volatilité, qui elle a été extrêmement forte, hein, puisqu'à la mi-mai, nous avions du blé à plus de 430 euros la tonne, on avait du colza à plus de 1000 euros la tonne, on avait de l'orge de printemps à plus de 475 euros la tonne. Donc c'est ça aujourd'hui, ce sont ces amplitudes de variation qui font de 2022 une année si particulière. Et quand on dit année si particulière, hein, ces amplitudes de variation, elles sont évidemment liées justement au flux sur la scène internationale. Hein. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous ne manquons pas de blé sur la scène internationale, c'est bel et bien cette mobilité du blé qui est un sujet. C'est que les stocks sont principalement en Russie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il s'avère que la hausse à la mi-mai, elle est conjointe avec le ralentissement des exportations ukrainiennes. De manière logique, hein, lorsqu'on sait le poids de la Russie et de l'Ukraine dans les échanges internationaux, pour vous donner deux, trois chiffres, hein, sans vous assassiner avec ça, mais nous avions des exportations tout grain avant le conflit de la part de l'Ukraine qui étaient aux alentours des 6 millions de tonnes. Nous sommes descendus sur mars, avril, mai, donc au moment du conflit, sous le million de tonnes. Donc il manquait finalement 5 millions de tonnes tout grain d'approvisionnement sur la scène internationale. Et j'ai beaucoup entendu parler de spéculation ou autre, de pourquoi les prix français montent alors que c'est un problème sur le bassin mer Noire. Mais il faut savoir que si les Ukrainiens n'exportent plus, il faut compenser ces exportations pour nourrir justement les pays importateurs dont peuvent faire partie l'Égypte, hein, avec les 12 millions de tonnes grosso modo d'import de blé. Donc aujourd'hui, clairement, la baisse des exportations ukrainiennes a dû être compensée par d'autres pays, dont la France. C'est un jeu d'offre et de demande. Automatiquement, lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. Hein, c'est quelque chose de somme toute logique. On a débuté, il faut le dire, en plus cette année 2022 avec des stocks particulièrement faibles parce qu'il y avait un événement climatique, hein, sur les États-Unis et sur le Canada. Donc stock faible auquel vous ajoutez une partie macroéconomique avec une inflation et vraiment une liquidité assez importante. Vous rajoutez une géopolitique qui a tout bouleversé et ça explique une année 2022 si particulière. Merci Arthur, c'est assez bluffant de vous savoir agriculteur et analyste marché international. Alors du coup c'est tentant par rapport à ce que vous venez de nous dire. On a un peu mieux compris où situer les points de tension en 2022, l'amplitude de variation de prix, les mobilités contrariées, évidemment le blocage pour l'Ukraine, hein, évidemment. L'Ukraine, grande puissance agricole qui exporte et qui a été empêché de continuer sa présence sur le marché mondial et dont les récoltes sans doute ont été dégradées par le conflit. J'aimerais bien un peu avoir votre lecture sur ce que nous réserve l'année 2023. Est-ce que c'est une année qui peut ressembler à celle de 2022, c'est-à-dire extrêmement compliquée, préoccupante? Est-ce qu'elle peut être moins compliquée ou au contraire, est-ce que 2023 présente des risques additionnels? Merci pour votre question, Sébastien, hein. Je pense que je vais être attendu et si c'est enregistré, on regardera ce qui se passera fin 2023. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Moi, je pense qu'il y a 3 mots sur 2023. Il y a un, c'est l'année de tous les dangers, dans un premier point. 2, c'est l'année de l'humilité. Et 3, c'est surtout l'année de l'incertitude. Aujourd'hui, lorsque
je dis l'année de tous les dangers, il faut évidemment prendre des pincettes aujourd'hui dans cette affirmation, la remettre dans le contexte de la conférence, puisque quand j'échange tous les jours avec mes collaborateurs ukrainiens, évidemment, il y a deux notions de danger. Là, le danger dont je parle, c'est la santé financière. Avec évidemment ce possible effet ciseau pour les agriculteurs européens, à savoir on débute quand même une année 2023 avec des achats d'intrants, notamment des engrais sur des niveaux extrêmement élevés. Donc on part déjà avec un certain handicap sur ce sujet et c'est une source de stress supplémentaire. Après, je parle d'humilité parce qu'évidemment, bien malin celui qui pourra déceler l'issue du conflit. Chacun a des prémices, mais encore une fois, ça paraît quand même aujourd'hui incongru de tirer une conclusion hâtive sur l'issue de ce conflit. Et enfin, je parle d'incertitude. Je pense que c'est clairement le maître mot pour 2023. Vous n'en voudrez pas de botter un peu en touche, Sébastien, mais aujourd'hui, il s'avère que les opérateurs du marché ont différentes choses en tête. Ils ont le fait que on a connu une situation sanitaire avec notamment le Covid particulièrement néfaste. Et donc tous les agriculteurs tous les opérateurs, pardon, auront aujourd'hui en tête le fait qu'une crise sanitaire est possible. Donc quand vous avez ça, vous prenez des positions sur les marchés, des décisions qui sont un petit peu différentes que ce que l'on connaissait par le passé. Ensuite, tout le monde a en tête, tous les opérateurs, qu'une crise macroéconomique est possible. On entend parler d'inflation, on entend parler de récession. Donc le sanitaire, le macroéconomique, auxquelles s'ajoutent évidemment des incertitudes climatiques. Elles resteront là, on en a déjà connu. Là, si on parle rien que de la France, il fait déjà un petit peu sec, donc il y a les plus alarmistes qui commencent à poser quelques questions. Donc, sanitaire, macroéconomique, climatique, s'ajoute l'aspect réglementaire. On l'a vu avec les exemples que je vous donnais tout à l'heure, mais ça peut aussi aller sur la partie biodiesel, l'utilisation de biodiesel en Allemagne, qui peut bouleverser un petit peu les équilibres sur le marché du colza. Euh, des incertitudes sur l'énergie, avec le gaz, l'électricité, mais aussi la production d'intrants. Et enfin, évidemment, une incertitude qui est selon moi la plus importante, qui est l'incertitude géopolitique, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Ukraine et la Russie. On a de nombreuses choses qui peuvent se passer. Donc 2023, ce sera selon moi l'année où on se rendra compte qu'il faut absolument redonner à la France le poids qu'elle mérite d'un point de vue agriculture. On a vu ce que ça donnait lorsqu'on est dépendant de la Russie sur la partie énergétique, notamment avec le gaz. Donc j'aimerais pas qu'on le voit en blé. Et aujourd'hui, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la Russie détient plus de 30% des stocks de blé des principaux exportateurs. Donc quand j'entends Madame Legendre évoquer le fait justement que la Russie fait du blé une arme géopolitique, mais c'est extrêmement vrai. Et le moindre incident climatique sur 2023 dans un pays exportateur hors Russie fera qu'aujourd'hui, on sera de plus en plus dépendant de la Russie sur le dossier alimentaire. Et ça, c'est une crainte et qu'il faut alerter les pouvoirs publics sur ce dossier. Donc, année de l'incertitude, de l'humilité, je pense que ce sont les 2 points sur 2023. Merci, merci Arthur de nous avoir emmenés sur un peu de prospective courte, mais assez contrariante. J'ai envie d'entendre Racha Ramadan sur ce qui se passe en Égypte en matière de sécurité alimentaire. Il y a de l'inflation, sauf erreur de ma part. Il y a des tensions structurelles. Il y a beaucoup d'importations. Il y a le rôle des subventions déterminantes dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants désormais. Où on en est, comment les politiques publiques essayent de trouver les meilleures réponses et comment le citoyen égyptien vit aujourd'hui cette insécurité aussi alimentaire qui est un choc de prix et des subventions qui sont de moins en moins tenables vu le coût pour la puissance publique. Merci Sébastien. En fait, pour répondre à ta question, je vais retourner un peu à l'arrière en 2016. C'est l'année où l'Égypte a commencé à mettre en place plusieurs réformes structurelles comme la dévaluation, le fait d'essayer de réduire le budget des subventions tout en prenant en considération les aspects sociaux. Et je peux dire que jusqu'à 2019, il y avait un progrès sur beaucoup de niveaux. Donc, le taux de pauvreté a baissé, aussi beaucoup des indicateurs concernant le deuxième objectif de développement durable, la sécurité alimentaire, ont été améliorés jusqu'à l'arrivée de la COVID, qui a commencé à détériorer la situation. Et beaucoup de personnes ont perdu leur travail, ce qui a réduit leurs revenus. Autour de 74% des ménages
on dit qu'ils ont perdu leurs revenus et à cause de ça, ils étaient obligés de réduire leur consommation de viande, de fruits, de poulet. Et les prix ont augmenté, donc même avant la guerre avec la Covid, il y a eu une inflation importante. Les politiques publiques, ils ont essayé de contrôler le côté un peu offre. Donc, ils ont augmenté le stock du blé. On continuait bien sûr à importer plus de 50%, comme j'ai dit. Ils ont augmenté la surface cultivée du blé tout en donnant des incitations aux agriculteurs en annonçant un prix au début de saison, un prix élevé, même niveau que le niveau international, pour essayer de motiver les agriculteurs de planter plus de blé. Aussi, le gouvernement a mis en place de nouveaux silos à grains pour essayer, modernes, avec la technologie, pour essayer de réduire le gaspillage et la perte qui était liée au stockage de blé. Et comme j'ai dit, le secteur agricole, c'était vraiment le secteur le plus résilient, mais de manière générale, au niveau économique de l'Égypte, il y a eu une baisse de revenus, perte de travail pour beaucoup des individus. Bien sûr, les ménages qui étaient déjà pauvres, ce sont les plus vulnérables parce qu'ils consomment 40% de leurs dépenses, c'est lié à l'alimentation. Par exemple, il y a eu une enquête par l'Economic Research Forum qui montre qu'autour de 47% des ménages, ils étaient obligés de réduire leur consommation juste parce que les prix ont augmenté ou parce qu'ils ont perdu leur emploi et n'ont pas assez de revenus. Et juste au moment où l'économie a commencé à rebondir après Covid, on a eu la guerre qui a fait augmenter le prix mondial. En fait, l'Égypte importe plus de 50% de son importation de la Russie. Et du coup, l'Égypte a commencé à essayer... Déjà, on importe d'autres pays comme la France, l'Australie, mais un montant important a été perdu à cause de la guerre. Ça a influencé le prix à l'intérieur du pays. Les Égyptiens ont créé un indice de prix lié au poulet. Donc, c'est vraiment, chaque jour, on voit sur les réseaux médias le prix du poulet et du panier pour savoir est-ce que ça a augmenté, ça a diminué, comment ça se fait. Et dans ce contexte, le système de subvention alimentaire joue un rôle très important. Comme tu le savais, dès les années 50, il jouait un rôle important et ça continue à jouer ce rôle. Plus de 60% de la population bénéficie de ce système de subvention alimentaire. Ils ont accès au pain subventionné. Le prix, c'est 5 piastres. Donc, je crois que ce n'est même pas un centime. Et il y a aussi maintenant, donc c'est un système maintenant de semi-cash transfert. Donc, c'est un montant, donc, sur la carte, il y a une somme d'argent qui permet aux ménages d'acheter des produits diversifiés, légumes, poulet, viande, riz, beaucoup de produits pour essayer d'assurer que surtout les ménages pauvres ont accès aux produits de base et que ces produits de base sont assez diversifiés aussi pour l'aspect de nutrition pour les ménages. Tout ça, ça pose beaucoup de poids sur le gouvernement, surtout avec le déficit fiscal. On n'a pas, avec la dévaluation, ça pose beaucoup de défis. Et donc, le gouvernement essaye au mieux de faire des réformes, imposer des réformes sur le système de subvention alimentaire. On a maintenant un autre système de transfert monétaire aussi adressé surtout aux femmes, donc parce que les femmes sont connues qu'elles investissent plus dans la nutrition de leurs enfants, l'éducation, et ça montre que ce programme a vraiment un aspect positif sur la nutrition des enfants en Égypte. Donc, je peux dire qu'on est dans une situation difficile, mais quand même, je suis optimiste. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup d'efforts de la part des politiques publiques pour essayer de réduire ces impacts négatifs, surtout sur les ménages pauvres. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à faire pour essayer de sortir de cette phase, tout en espérant qu'il n'y aura pas, après ce que Arthur a dit, que 2023, c'est vraiment, ça ne donne pas beaucoup d'optimisme, mais quand même, je crois qu'il c'est le début et espérons qu'il n'y aura pas assez de crise pour la situation en Égypte et globalement aussi. Merci Racha de ces mots. Pour finir cette table ronde et avant de partir sur les questions qui sont nombreuses, que je vous invite aussi à suivre sur le fil, j'aimerais entendre Esther. Esther, vous allez partir sur le champ agricole et sans doute vous allez vous poser cette question que beaucoup se posent aujourd'hui dans le secteur,
c'est-à-dire comment suivre le comportement des consommateurs. Et ça, on voit bien que dans ce sujet de durabilité forte, il y a aussi le sujet des consommateurs. Pour le dire autrement, est-ce que ces consommateurs, en France, en Europe, partout sur la planète, avec ce qu'on entend, c'est un sujet universel, il y a des attentes, mais est-ce que les consommateurs, ils sont prêts autour de l'alimentation et des produits agricoles à payer le prix de leur valeur? Pour le dire autrement, plus c'est vert, plus c'est cher, c'est aussi votre slogan pour votre projet entrepreneurial? C'est une question délicate. Je vais répondre au travers d'un prisme qui est le mien, qui est effectivement celui d'une future agricultrice et avec un prisme qui est peut-être français. Couvrir le monde sera un peu prétentieux de ma part sur cette question-là, mais le regard que je porte sur cet aspect-là est relativement indulgent, je dirais presque tolérant. Je pense que cette incohérence des comportements, elle peut faire écho d'une certaine façon à ce qu'on a vu, à des dynamiques des exploitations agricoles, à savoir c'est une affaire de temporalité. L'acte d'achat va répondre à une motivation qui est économique, qui s'inscrit donc dans un temps court. Et ce temps court, on l'a vu, prend le pas finalement sur l'aspect social et environnemental. Il y a un accord commun, presque de bon sens, sur le fait qu'effectivement une consommation durable d'un point de vue social et environnemental est absolument souhaitable. C'est une valeur noble et il y a une réciprocité presque universelle dans cet aspect-là. Par là, j'entends que la durabilité environnementale des uns ne se fait pas au détriment de celle des autres. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, je pense, de la durabilité économique, qui est un peu plus unilatérale d'une certaine façon. Pour que l'agriculteur réponde aux attentes de durabilité sociale et environnementale du consommateur, alors il faut que ce même consommateur soit prêt à payer. Si cet consommateur n'est pas prêt à payer, l'agriculteur va devoir faire un sacrifice. Soit il sacrifie sa propre viabilité économique, soit il sacrifie ses valeurs sociales et environnementales. Et c'est pour ça que donner un juste prix, je ne saurais pas le faire, très humblement, mais néanmoins, j'ai quelques éléments de réflexion de ce point de vue-là. Je pense que dans la définition de ce juste prix, il faut intégrer 3 notions. Celle de responsabilité, celle d'éducation et celle de respect. On pourrait avoir une approche presque simpliste qui serait une définition mathématique. Le juste prix, c'est le point d'équilibre entre la durabilité économique de l'agriculteur et la durabilité économique du consommateur. Mais pour que ce juste prix ou ce point d'équilibre existe, il faut alors que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun respecte la nécessité d'un tel point d'équilibre, quand bien même il ne lui serait pas 100% favorable. Il faut qu'un agriculteur raisonné rencontre un consommateur lui-même respectueux. Et je pense que le respect est plus simple ou est possible si le consommateur est éduqué à ce que cela implique pour l'agriculteur, et si l'agriculteur est humanisé et personnifié. J'entends si le consommateur a très clairement en tête la figure de l'agriculteur et des problématiques qui sont les siennes. C'est pour ça que non, plus vert, plus cher, je ne pense pas que ce soit un slogan pérenne pour la gestion des prix. C'est un slogan qui a moins d'impact, mais qui, j'espère, est plus pérenne, qui serait plus c'est réciproquement durable, réciprocité entre le consommateur et l'agriculteur, plus le prix devient acceptable. Merci Esther. J'aimerais entendre Racha sur cet axe-là, consommateur. Juste petite curiosité, on retraverse la Méditerranée, on est dans d'autres réalités avec ce que vous nous avez dit précédemment. Les consommateurs en Égypte qui peuvent se le permettre, ils ont aussi la sensation de pouvoir sauver la planète à travers leurs actes alimentaires et leur consommation. Oui, il y a beaucoup d'intérêt à tout ce qui est vert, à tout ce qui est vraiment pour l'environnement. Mais comme tu le dis, Sébastien, c'est vraiment les consommateurs qui peuvent se permettre de consommer ce type de produits, de prendre en considération ça. Et bon, j'ai pas de chiffres, mais j'imagine après la crise, comme toutes les classes quand même étaient affectées et influencées, c'est devenu moins, surtout que ces produits normalement sont plus chers, ils sont plus importés, ils sont normalement importés et avec la dévaluation, ça devient même plus cher. Et juste, si tu me permets, je voudrais répondre à une des questions parce que donc, les produits alimentaires ne sont pas seulement les produits produits à l'intérieur de l'Égypte. Le blé ou le pain, qui est la composante principale de ce système, dépend du blé qui est importé. Il y a aussi l'huile végétale, c'est aussi importé. Donc,
Donc, ce qui explique pourquoi le budget de ces subventions sont très importants. Et il faut les réformer, il faut être sûr que ça cible vraiment les consommateurs qui ont besoin. Merci Racha sur ça. Merci de faire rapide avant qu'on prenne les questions. Moi, j'ai une demande encore pour Bertrand et Arthur, et puis ensuite, on prend vos demandes. N'hésitez pas à utiliser le fil. Une question pour Bertrand, parce que Bertrand, dans votre conception durabilité forte, complexe, exigeante, mais absolument nécessaire, on voit bien tous les enjeux, toutes les combinaisons à faire. Qui c'est qui doit payer, in fine, la transition climatique, énergétique, numérique pour cette alimentation toujours plus durable et cette agriculture toujours plus durable? C'est qui doit payer, le consommateur, l'agriculteur, la puissance publique? Bon, il est évident que la question elle est centrale et qu'il n'y a pas de baguette magique. Donc, on va pas résoudre ces enjeux-là et ce passage à la durabilité forte d'un claquement de doigts. Donc, un premier élément de réponse, c'est tout le monde doit payer. Enfin, je veux dire, il est pas question qu'il y en ait un acteur ou qui supporte le poids tout seul. Donc, c'est à l'échelle des systèmes alimentaires que la question de la répartition des investissements et du coût de la montée en durabilité forte que la question se doit se penser. Mais je pense qu'il faut être un peu clair et franc. Il est tout à fait inévitable que le coût de l'alimentation augmente dans les prochaines années. On ne peut pas assumer, c'est quasiment criminel d'un point de vue environnemental et pour la profession agricole, de croire ou de faire croire qu'on va pouvoir encore et toujours tirer le prix de notre alimentation vers le bas, voire même de la laisser à ce niveau. Donc, il y a un discours, il y a un discours à avoir et il y a des choses à faire comprendre à nos concitoyens de l'importance de l'agriculture et du fait qu'on n'y est pas sur le juste prix de l'alimentation. Alors, quand je dis ça, j'ai parfaitement en tête qu'on a une précarité alimentaire qui se développe en France, qu'on a toute une partie de nos concitoyens qui sont dans des difficultés réelles, mais ces difficultés réelles ne doivent pas être résolues en bout de chaîne, c'est-à-dire en début de chaîne, pardon, c'est-à-dire par les agriculteurs. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, y a toute une série de mesures autour des salaires, autour du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Pour ce qui est du cas particulier français, il y a certains secteurs où dans certaines entreprises, l'argent dégouline. Enfin, si vous voulez, le CAC 40 n'a jamais, enfin, je suis absolument pour la distribution de dividendes, il n'en a jamais autant distribué en 2022. Le CAC 40 n'a jamais racheté autant d'actions qu'en 2022 pour soutenir artificiellement le cours des actions de ces entreprises cotées. Donc, si vous voulez, il y a aussi des réserves et il y a aussi des poches qui sont susceptibles d'avoir cette trajectoire commune d'un prix de l'alimentation responsable d'un point de vue environnemental et responsable aussi vis-à-vis des mangeurs et notamment des plus précaires. Il y a des marges de manœuvre, il n'y a pas une fatalité à ce qu'on aille toujours plus bas sur le prix de l'alimentation. Merci Bertrand. Dernière question pour Arthur sur un axe qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui me semble assez central quand on raisonne agriculture, développement durable et décarbonation. Je crois que Esther a parlé de décarbonation, Bertrand, Racha aussi un peu. Arthur, moi j'ai une question très simple et peut-être pour ceux qui nous écoutent ce soir. On sait que l'agriculture, bien sûr, a une dimension alimentaire et nourricière. On entend de plus en plus l'importance de développer l'énergie-culture, c'est-à-dire que les mondes agricoles sont capables de proposer de l'énergie. C'est peut-être pas nouveau, mais peut-être que ça s'amplifie, vous allez nous dire. Est-ce que quand on produit de l'énergie à partir de l'agriculture, c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour la planète et en fait, est-ce que ça se fait au détriment des productions alimentaires? Vous en faites, vous-même?
C'est exactement, c'est une excellente question, mais toujours pareil, tout ne sera pas, blanc ou noir sur le sujet. Il y a toujours ce fameux curseur à déplacer. Moi, je crois, plus que tout, à ce rôle multiple aujourd'hui, pour l'agriculteur. Quand je dis, on a une chance formidable d'être agriculteur, c'est que bien au-delà évidemment de nourrir, nous sommes capables de tant de choses, la durabilité, c'est pas seulement produire avec moins d'intrants justement, hein, c'est aussi de regarder toutes les vertus de nos productions et justement ces champs du possible liés à l'énergie. Aujourd'hui, on est capable de nourrir, on est capable de capter du carbone, on est capable de produire du gaz, on est capable de produire du biodiesel, de l'éthanol, de l'énergie. Donc, c'est formidable, quoi. On doit aussi se prendre en main, investir, hein, même si la crainte d'investir pour certains est le fait qu'il y ait un changement de réglementation qui peuvent arriver. Mais on en revient à ce que j'évoquais au départ. La cohérence et la vision permettront aux agriculteurs on va dire, d'entreprendre sereinement. Donc il faut redonner cette liberté d'entreprendre. On a des responsabilités, on doit les assumer, hein, c'est un fait. On sait que tout ne sera pas parfait, mais aujourd'hui, il faut produire, il faut continuer de produire en quantité, avec une certaine qualité. Il faut être plus durable, il faut un modèle qui rémunère tous les producteurs. Donc une fois qu'on a dit ça, on a finalement posé le constat, hein. Moi, je crois vraiment à ce rôle multiple. On a la chance de pouvoir essayer de relever les nombreux défis que l'on a. Donc, allons de l'avant, hein, allons-y tous ensemble, soyons résolument optimistes sur le futur de notre belle agriculture française et je pense que tout ira bien dans le futur grâce à ça. Merci Arthur pour ce déplacement du propos un instant sur le sujet énergie dont on parle beaucoup et les sujets de décarbonation de nos systèmes économiques. Merci à tous les quatre, c'était absolument passionnant. Il y a plein de questions et de demandes. Merci à vous qui êtes en ligne d'être connectés et d'avoir posé un certain nombre de sujets. J'en ai sur 2 plateformes, donc j'essaie de faire du tri visuellement, mais aujourd'hui, on doit être capable de faire 2 choses à la fois, donc j'essaie de m'y retrouver. Je vais peut-être rester un instant sur vous, Arthur, sur un axe double par rapport à tout ce que vous nous avez indiqué. C'est peut-être vous le mieux placé pour nous répondre. D'abord, question très simple. Aujourd'hui, en fait, on produit assez de nourriture. Vous avez parlé du fait que la mobilité de cette nourriture était le grand sujet. Est-ce que ça peut s'améliorer, ce meilleur partage de la nourriture? Par quoi ça passe? Et puis peut-être dans la même catégorie de préoccupations sur les marchés et les équilibres, il y a eu beaucoup de spéculations en 2022, en fait, où ce n'est que la guerre en Ukraine et le Covid avant qui ont fait que les prix aient atteint ces sommets. Alors merci pour ces questions, hein, parce que c'est des questions que beaucoup se posent, hein. On a eu de nombreux journalistes justement qui nous ont posé ces questions-là. Sur les stocks aujourd'hui et sur la mobilité des stocks, donc c'est sûr qu'en France, hein, je répète, en blé notamment, nous exportons 1 tonne sur 2, donc nous avons véritablement, hein, ce rôle à jouer finalement de sécurité au niveau international. Évidemment, la mobilité aujourd'hui des flux logistiques passera en grande partie par de la coopération. Quand je dis de la coopération, c'est ne pas laisser à un pays le fait d'avoir la grande majorité des stocks et de compiler des stocks pour pouvoir, in fine, peser après, d'un point de vue, on va dire, négociation, d'avoir beaucoup trop de poids sur la scène internationale. Quand je parle de coopération, c'est ne pas justement se recentrer sur soi-même. Sans citer de pays, il y a certains pays européens qui ont voulu limiter les exportations de maïs. Vous avez des pays comme, l'Inde qui a longtemps, s'est longtemps montré comme le sauveur, hein, après le conflit ukrainien et qui finalement doit mettre un embargo sur ses exportations en termes de blé. Donc il faut vraiment véritablement coopérer pour justement que ces flux logistiques, encore une fois, restent d'actualité. Sur la question de la spéculation, un point très clair, c'est le fait que la spéculation, il y en a dans le marché. Il y a des produits financiers aujourd'hui sur les matières premières agricoles, donc il y a de la spéculation, il ne faut pas se le cacher. Par contre, aujourd'hui, ayez en tête une chose, c'est que les opérateurs financiers viennent sur le marché dès lors où il y a des variations. Et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que les spéculateurs ne vont pas créer les variations, ils viennent sur le marché pour faire des achats-ventes parce qu'il y a de la volatilité et parce qu'il y a de la variation. Donc, ils ne se lèvent pas un beau matin en disant il faut que je fasse monter les prix. On part d'un constat qui est le fait que le bilan, donc les fondamentaux, l'offre et la demande est déséquilibré, donc le marché doit monter, et eux viennent accentuer ou accélérer le phénomène de hausse ou de baisse. Donc ils ont un poids, hein, qui est d'accélérer les phénomènes de hausse ou de baisse, mais ce n'est pas eux qui décident finalement la tendance que doit prendre le marché. La direction, elle est dictée par justement cet arrêt des flux qu'on peut avoir sur la mer Noire qui va déséquilibrer l'offre et la demande.
Merci Arthur. Racha, une question un peu prospective. C'est quoi la trajectoire pour l'Égypte entre ce changement climatique qui a des incidences sur les capacités productives du pays? Vous avez évoqué le stress hydrique, le stress foncier. Je rappelle toujours volontiers que l'Égypte est d'abord et avant tout un grand désert et que l'écrasante majorité de la population vit sur le cordon nilitique et ce delta dont vous nous avez dit aussi qu'il y avait une préoccupation sur la montée des eaux et la vie dans ce delta et la vie agricole. Ça veut dire quoi demain? Ça veut dire que l'Égypte espère pouvoir produire au moins autant qu'aujourd'hui ou essaye de produire plus? Et ça veut dire quoi en termes de dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux? Vous vous préparez à dépendre de plus en plus de fournisseurs à l'étranger? Donc, Sébastien, comme nous étions toujours dépendantes des importations de l'étranger et la crise en 2008 nous a montré, et les crises actuelles, ça nous montre que ça nous fait plus vulnérables à tout changement, à toute crise à cause de cette dépendance. Donc, ce que l'Égypte essaye de faire maintenant, c'est de vraiment augmenter la production agricole, cultiver le désert tout en utilisant des nouveaux systèmes d'irrigation, essayer d'extraire l'eau du désert, faire de nouveaux projets et avoir des produits qui sont plus résistants à la chaleur et à la rareté de l'eau pour essayer d'augmenter la production, surtout que avec l'augmentation de la population et la continuation de l'augmentation de la demande des produits alimentaires, on ne peut pas seulement continuer à dépendre des importations. Donc, il y a une nouvelle stratégie agricole, il y a de nouvelles technologies et beaucoup d'investissements. Comme je t'ai dit, il y a des nouveaux silos qui ont été mis en place pour essayer d'augmenter le stockage. Et je vais juste lier à ce point, commenter à un point qui a été dit par Bertrand, qu'on ne peut pas regarder toujours les prix des produits alimentaires, qu'on doit les baisser pour la sécurité alimentaire. Il faut regarder aussi ces agriculteurs, surtout en Égypte, que ces agriculteurs sont vulnérables. Au contraire, ils peuvent profiter de l'augmentation des prix des produits alimentaires pour augmenter leur vente, leur production, améliorer leur situation, surtout en Égypte que la pauvreté est concentrée dans les zones rurales. Le fait de produire et d'exporter les produits alimentaires de base et ne pas participer dans les chaînes d'approvisionnement et d'avoir des valeurs ajoutées plus importantes. Je crois que ça aussi c'est important, le fait d'essayer de créer des chaînes de valeur, d'intégrer les agriculteurs dans ces chaînes pour essayer d'augmenter leurs revenus, avoir un développement rural, avoir plus de produits, essayer d'exporter des produits qui contiennent moins d'eau et importer des produits qui contiennent plus de l'eau, étant donné la situation, la rareté de l'eau en Égypte. Je crois que ce sont les points ou les grandes lignes de ce que l'Égypte essaie de faire pour, une autre fois, pour être plus résiliente, pour assurer la sécurité alimentaire et en même temps aboutir à d'autres objectifs de développement durable comme réduire la pauvreté. Merci Racha pour ça. J'ai une série de questions pour Bertrand. Je vais essayer de cristalliser, Bertrand, les questions pour t'emmener sur deux axes qu'on n'a pas trop abordés dans l'angle traité de durabilité forte. Finalement, vous nous expliquez que le rendez-vous est incontournable, qu'il faut de toute façon aller chercher ce type de performance, cette multi-performance même à vous entendre. Que ça ne va pas être simple, donc il faut y aller avec des moyens appropriés. Il y a deux aspects. Est-ce que sur ces durabilités fortes, tout ce qui est révolution numérique, la présence de la data en agriculture va permettre à la fois d'objectiver, mesurer, voir les progrès qui ne sont pas nouveaux à faire, hein, vous l'avez dit, on a des transitions qui sont lancées depuis des années, mais est-ce que le numérique et la data vont permettre de faire encore mieux et plus précis et accélérer ces transitions? Premier axe. Deuxième axe, un peu dans la responsabilité des acteurs. On a parlé des consommateurs, on a parlé des agriculteurs, on a parlé un peu de la distribution, on l'a bien senti dans votre propos. Quid des industries? L'agro-industrie a un rôle majeur. Et comment, dans vos travaux ou vos activités aujourd'hui, vous travaillez avec l'agro-industrie sur ces concepts de durabilité forte? Merci Sébastien. Alors, sur la partie data, smart farming, moi je vais répondre très simplement en disant tout ce qui rend intelligent est bon à prendre. Et donc, il est évident que ces technologies-là
elle donne de la finesse, elle donne de la réactivité. Et puis, l'accumulation de données permet aussi de prendre du recul, de faire des changements d'échelle et de saisir ce qui se passe. Par contre, il faut de l'open source. C'est-à-dire que si c'est une solution, si c'est des solutions techniques enfermantes qui vont donner des positions de monopole à certains acteurs sur le monde agricole, c'est éminemment problématique. Donc, vous avez peut-être suivi l'actualité américaine autour de John Deere, où le législateur fédéral américain a dit non, c'est pas possible que ce constructeur puisse garder toutes les données agricoles rien que pour lui, pour son propre intérêt, et ne les partage pas. Donc, le smart farming, le big data et ces technologies-là sont très utiles, mais dans une logique de partage et d'accessibilité des données, et pas d'enfermement de la profession agricole et de la création d'une nouvelle dépendance à l'égard d'un certain nombre d'opérateurs surpuissants et qu'on ne connaît pas forcément, qui peuvent être Google demain, qui peuvent être Amazon. Il faut être extrêmement vigilant sur le partage des données et il faut être vigilant dès le départ. Ce n'est pas dans 20 ans qu'il va falloir se réveiller. C'est vraiment maintenant que ces technologies open source en matière de données agricoles doivent être défendues politiquement en France et en Europe. Qui fait quoi les industriels en termes de transition, Sébastien? Qui fait quoi en termes de transition? Bien évidemment, les industriels de l'agroalimentaire, les coopératives agricoles qui sont des acteurs indispensables pour cette transition, c'est elles qui sont au contact du maillon agricole. Donc, elles ont un rôle éminent à jouer. Mais là aussi, ils et elles, je dis elles parce que je parle des coopératives agricoles, elles ne peuvent pas tout faire toute seule. Et ce partage de la valeur ajoutée, il est institutionnalisé, tel qu'on essaie de le faire, notamment avec la loi AGA. Alors, la loi AGA, elle est sur la rémunération pure, je dirais, sur le prix d'achat des matières premières agricoles, mais il faut un même état d'esprit que cette loi AGA, c'est-à-dire un partage des efforts de la transition à l'échelle des systèmes alimentaires et donc des différents acteurs. Et je me permets juste un petit point peut-être de réaction par rapport à Arthur. Arthur est très pédagogique et a un propos limpide, et donc ça me permet d'embrayer sur une chose, parce que Arthur il est dans une perspective ricardienne. Il est dans un monde ricardien où on spécialise les pays en fonction d'avantages concurrentiels, et à partir de là, on organise un commerce international. Eh bien, moi, je crois que le changement climatique casse ça, précisément. Parce que en tout cas, à l'échelle des maillons, à l'échelle de la production agricole, parce que tous les pays vont être fragilisés au niveau du maillon production agricole. Et donc, la tentation de fermeture des frontières, on l'a déjà vue en 2022, elle est palpable, et donc elle est même réelle dans certains pays, et elle ne va faire que s'accentuer. Donc, il y a une certitude sur le fait que je ne vous dis pas que la perspective ricardienne va s'arrêter, mais je vous dis que cette perspective ricardienne, elle va être sacrément chahutée dans les années qui viennent par des pays qui vont fermer. Ils vont fermer parce qu'ils vont devoir sécuriser, et ils vont devoir essayer de nourrir leur population en priorité. Et à partir de là, c'est toute cette logique qui est mise en bascule. Et ça, à cause du changement climatique. Donc voilà, c'est juste parce que Arthur a expliqué ça très bien et était dans ce paradigme. Je ne vous dis pas que ce paradigme est terminé. Je ne vous dis pas qu'on démondialise, je vous dis qu'il va y avoir énormément de friction par rapport à cette vision des choses sur les chaînes alimentaires globales. Merci Bertrand. Arthur, une réaction là-dessus? Il y a les mesures protectionnistes et les politiques de plusieurs pays vont se fermer au reste du monde? Je partage les inquiétudes sur justement ce changement climatique et le fait qu'à un moment donné, certains pays vont essayer de soutenir leur population avant de soutenir le monde. Maintenant, reste toujours la question en suspens si on considère que ça ne touche pas tout le monde, le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique, je pense que ça va toucher tout le monde, mais c'est-à-dire que ceux qui ont encore la possibilité de nourrir vont avoir un rôle encore plus important. Et c'est là justement où je crois au rôle de la France. Alors évidemment, le dérèglement climatique est là, on le voit et je le ressens sur mon exploitation tous les jours, mais ça donne aux agriculteurs du monde entier, un rôle encore plus prédominant aujourd'hui sur la scène internationale. Et c'est en ce sens que je veux porter un message d'optimisme, c'est qu'on aura, quoi qu'il en coûte, besoin des agriculteurs du monde entier demain. Maintenant,
lorsque on a la possibilité de produire, et attention, je ne veux pas passer pour quelqu'un d'intensif et autre, hein, la durabilité, etc., l'environnement, c'est un sujet qui me tient évidemment particulièrement à cœur. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment mettre tous les atouts de notre côté tant qu'il est encore possible pour continuer de produire, parce qu'aujourd'hui, on produit du blé qu'entre le 25e et le 55e degré de latitude, qu'on ne peut pas produire du blé partout dans le monde, que certains pays ne peuvent pas en produire, qu'ils sont dépendants, qu'ils devront importer. Donc ça donne aux pays qui ont la capacité aujourd'hui de produire une notion évidente de, je ne vais pas dire de sacrifice, mais en tout cas de devoir s'ouvrir au monde pour poursuivre aujourd'hui ces exportations. Donc il y a deux poids, deux mesures par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut résolument rester, encore une fois, dans un commerce mondial, même si je conçois ce que dit Bertrand et malheureusement, il faudra s'adapter. Il y a des risques de plus en plus importants et on les a vus de toute façon cette année avec certains pays. Merci Arthur. Je me tourne vers Esther. Esther, n'hésitez pas non plus à vous mêler de ce débat sur cette mondialisation et ces grands enjeux de durabilité forte. Mais il y a une série de questions, commentaires et peut-être un point d'intérêt aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez fait le choix de vous engager et pourtant vous nous avez bien dit que ça ne coulait pas de source et il y avait même d'abord eu une réflexion sur pourquoi ne pas s'engager. C'est quoi les réactions autour de vous, vos amis, vos proches, ceux que vous rencontrez, à qui vous expliquez aujourd'hui votre projet? Ça suscite quelle réaction et qu'est-ce qui vous étonne parfois et comment vous vous motivez dans votre communication sur votre projet? Les réactions sont positives globalement lorsqu'il s'agit d'une première sphère qui est effectivement une sphère d'amis qui a un parcours relativement similaire. C'est des réactions admiratives d'une part parce qu'effectivement il y a une notion de saut que tout le monde n'est pas prêt à faire. Donc tous ceux qui sont restés au bord du gué qui n'ont pas osé sauter sont admiratifs face à ceux qui l'ont fait. Cette première phase d'admiration positive passée, il y a une deuxième phase qui est un peu plus surprenante, c'est que la plupart des gens me demandent pour combien de temps. Et effectivement, il y a un doute sur le fait que ce ne soit pas une passade, mais que ce soit réellement un choix de vie. Que ce ne soit pas comme prendre n'importe quel job de je change de profession que je vais faire pendant 2, 3, 5 ans et je sais qu'il y aura un enchaînement. Là, effectivement, les gens appliquent ce même modèle de c'est une passade, tout comme n'importe quelle autre profession dans nos milieux est une passade, alors que non, ce n'est pas une. Je pense qu'effectivement, cet engagement agricole doit s'inscrire dans le long terme. Donc voilà, je pense que les deux réactions positives, admiratives d'une part, et inconsciemment un peu dubitative derrière, parce qu'il y a cette question du temps de très bien, mais jusqu'à quand? Merci Esther. Je reste avec vous et puis même question pour les trois autres. Agriculteur demain, ça sauve la planète ou c'est un maillon parmi d'autres d'un monde qui ne va pas forcément de mieux en mieux? Esther, c'est quoi votre curseur et votre motivation? Sauver la planète, ça paraît vaste. Est-ce que ça participe à faire avancer? J'espère, oui. Ça fait partie de mes convictions, de mes enjeux. C'est qu'effectivement, mon action, à mon échelle et isolée, elle n'aura aucun impact. Elle me fera vivre, ce sera mon projet de vie, mais l'idée, c'est pas que ce soit pas recentré sur moi, mais qu'effectivement, le terme de maillon que tu as utilisé est celui que j'utilise moi assez souvent. L'idée, c'est d'arriver à m'intégrer dans un écosystème, de faire partie d'un moteur qui est plus large que moi, mais d'être un des rouages de ce moteur-là. Donc, sauver la planète, je ne sais pas, mais participer à faire avancer les choses de ce point de vue-là, j'espère, oui. Mais à l'échelle du collectif, assurément. Merci. Arthur, grosso modo, pourquoi en fait les agriculteurs à qui on demande visiblement plus de missions, ils ne sont pas plus rémunérés pour ça ou même aidés techniquement? Ça semble presque paradoxal. C'est assez paradoxal, hein, et pour répondre à la première question qui a été posée, je pense que je suis pas le mieux placé pour y répondre parce qu'évidemment, je pense que par la production d'énergie, par la production de nourriture, par l'environnement, on est, des maillons essentiels à la paix dans le monde, hein. J'en reste persuadé maintenant et on a beaucoup de choses, hein, à se remettre en question, nous aussi agriculteurs, donc il faut vraiment aussi se regarder, droit dans la glace. Maintenant, c'est une évidence qu'il va falloir trouver des solutions pour, la rémunération de certains producteurs, ça c'est un fait.
fait, aujourd'hui, on aime, certains disaient, hein, on aime le pain, mais on n'aime pas ceux qui le produisent, donc on n'aime pas les agriculteurs notamment. C'est vrai, on a perdu un combat face à la société, hein, il faut également se le mettre en tête, nous agriculteurs. Donc à nous aussi de communiquer. Il y a cet aspect rémunération, il y a cet aspect reconnaissance sociale, mais je pense que ça passe aussi par un point clé qui est la communication. Et force est de constater que depuis des lustres, on n'a pas été les meilleurs sur ce sujet. Alors, ça me permet de reformuler ma question en fait pour nos deux enseignants, Racha et Bertrand, dans des univers différents, école de commerce à Lyon et université au Caire, hein. Vos étudiants, depuis 10 ans, vous les voyez regarder différemment les questions agricoles. Racha, toi d'abord? Donc, Sébastien, pour répondre à ces questions, je vais prendre le commentaire de Bertrand sur ce que Arthur a dit, que c'est pas seulement le modèle ricardien qui doit changer. Je crois, surtout comme économiste de développement dans un pays en développement, on a besoin d'avoir un nouveau modèle de développement, une nouvelle pensée pour vraiment sauver la planète et pour aboutir aux 17 objectifs de développement durable. Mon premier chapitre d'enseignement de cours d'économie de développement, je parle de changement structurel et pour arriver à un niveau de développement élevé, il faut que les pays ou que la part du secteur agricole diminue dans l'économie et la part du secteur industriel augmente. Et donc ça, c'est le premier semestre et ça se voit qu'on ne peut pas continuer à faire ça. Au moins, la part doit diminuer, mais la productivité et la valeur ajoutée doivent être importantes. Et c'est pour ça, au second semestre, quand j'enseigne les politiques de développement, j'ai un chapitre sur le développement rural, l'importance du secteur agricole, surtout dans le contexte actuel avec le changement climatique, la sécurité alimentaire, la vulnérabilité aux toutes crises ou le fait d'être premier importateur du blé et dépendant de beaucoup des importations de produits alimentaires. Il faut vraiment penser à un nouveau modèle. Il faut penser au secteur agricole que c'est un secteur pas seulement qui nous fait tous manger, mais aussi ça peut créer beaucoup d'opportunités d'emploi, ça peut réduire la pauvreté dans un pays comme l'Égypte si on pense d'une façon différente, si on s'intéresse, comme je dis, à créer des chaînes de valeur ajoutée, à s'investir vraiment dans tout ce qu'on a avantages comparatifs comme produits agricoles, tout en prenant en considération le contexte climatique et tous les changements qui ont lieu. Merci Racha. Bertrand, tu leur dis quoi à tes étudiants et comment ils évoluent depuis 10 ans sur ce sujet agricole? Mais Sébastien, pour répondre assez clairement à cette question, j'ai été recruté pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en janvier 22 à EM Lyon Business School et avant, on ne parlait pas d'agriculture, ou très peu. Et ils m'ont dit, mais ce sujet est important, ce secteur est très important, ce secteur est en train de se transformer, il faut que tu viennes en parler à tes étudiants. Donc oui, c'est beaucoup en train de changer dans les écoles de management. Donc, moi je l'expression de ça, en tout cas de l'intérêt qu'une école de commerce peut avoir sur les secteurs, sur ce secteur-là. On voit aussi chez mes collègues d'HEC, ils ont lancé un très bel incubateur autour de développement de solutions agricoles. Ce qui, du point de vue d'HEC, il y a une dizaine d'années, c'était pas non plus envisagé, enfin, c'était pas du tout un secteur qui regardait avec intérêt. Donc, les écoles de commerce, les écoles de management ont bien compris, à travers des attentes des étudiants, hein, ont bien compris que c'était un sujet très important, que c'était un sujet d'avenir et que c'était un sujet qui était en train de se transformer et que il y avait des opportunités entrepreneuriales, des projets à développer de manière très positive, hein, d'ailleurs. Et donc, ils investissent, en tout cas, on forme, on sensibilise et on prépare les étudiants pour aller dans ce secteur-là. Merci Bertrand. Bah, écoutez, un grand merci à vous quatre pour ces témoignages, ces expressions. Évidemment, c'est frustrant comme toujours. On pourrait en parler pendant des heures. Merci d'avoir été si nombreux à suivre cette conférence débat. Moi, je voudrais clôturer cette séquence par 3 points. Un premier point, d'abord, encore une fois, merci à nos 4 invités, Esther, Racha, Arthur, Bertrand. Merci aux équipes de l'IRIS qui ont fait le travail sur l'édition, sur la préparation de cette conférence débat. Merci à Anne-Claire Legendre et Pascal Boniface pour leurs mots introductifs et leur mise en perspective un peu géopolitique et puis sur ces batailles informationnelles ou de narratifs aujourd'hui sur les puissances.
Merci au comité de rédaction du Déméter, ses membres, cette volonté de cultiver le contradictoire en permanence, à nos membres aussi du comité de correspondants internationaux. Je voudrais aussi remercier spécialement Anaïs Marie, ma collègue du Club Déméter, qui a pris la charge de coordonner cette publication à la suite de Mathieu Brun. Le Déméter, c'est un gros travail collectif, mais il faut toujours une cheville ouvrière qui fait que entre le lancement sur 2 ans, nous atterrissions le jour J comme aujourd'hui avec un beau produit qui se lit. Ça me permet de vous dire une deuxième chose, c'est que le Déméter est en librairie, il est aussi disponible en numérique, on peut même lire uniquement certains chapitres. Rendez-vous sur la plateforme Kern. Et je rappelle volontiers que ce gros kilo de connaissances peut être consommé sans modération. Ça ne fait pas grossir, ça fait juste grandir. Et ça, c'est la science, la connaissance. Et encore une fois, j'insiste, c'est un ouvrage qui cultive le contradictoire. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas quelqu'un qui aurait raison plus qu'un autre. C'est ça aussi qu'on essaye de cultiver dans cette publication. Je retiens aussi, c'est mon dernier point, je retiens un peu de ce débat ce soir, ce que je crois pouvoir résumer ainsi, c'est que finalement, ce juste prix de l'alimentation partout sur la planète et dans des conditions évidemment à exprimer différemment selon les pouvoirs d'achat par rapport aux réalités, mais le juste prix de l'alimentation, c'est sans doute celui qui est bon pour soi, pour sa santé, bon pour la planète, cette durabilité forte, mais évidemment aussi bon pour le producteur et l'environnement qui nous entoure d'un point de vue social, économique, productif, et finalement de se vivre ensemble et de se faire ensemble autour de cette équation sécurité, santé, soutenabilité de l'agriculture qui nous est chère aussi au Club Déméter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence débat. Je ne vous donne pas rendez-vous à l'an prochain. Je vous donne rendez-vous au Salon de l'agriculture si vous êtes à Paris ou de passage à Paris. Ce n'est pas un salon de l'agriculture, c'est le salon du vivre et du faire ensemble. Et c'est aussi pour ça que ce salon est le plus fréquenté de France. Bonne soirée à tous.